Sinon, j'espère que vous allez bien les frères. En tout cas, ça me fait plaisir de me retrouver avec vous. Nouvelle journée, nouvelle semaine. Désolé les gars pour l'absence, désolé encore la régularité. Voilà. Nouvelle soirée, nouvelle journée, soirée, de cas début de semaine. Il y a 3 vidéos. Je sais pas si on aura le temps de regarder les 3, mais au pire, on regardera une autre le lendemain. Il y a Kobalade, la dernière Rapstar, pas forcément d'accord d'ailleurs avec le titre de cette vidéo. Il y a évidemment la vidéo de mon frérot Seb sur Justin Bieber. Bon, là c'est de la pop US, mais parcours de fou. Et d'ailleurs, je connais un peu son histoire, donc c'est aussi intéressant qu'on puisse regarder. Et la vidéo de Rap Plume qui est assez longue, mais qui moi me parle de baiser, qui est le rap des années 2000, qui est totalement mon thème, tu vois, qui est totalement peut-être un des thèmes que je maîtrise, peut-être pas le mieux, mais en tout cas que je connais bien. Moi personnellement, je suis bien chaud sur celle-là. Après, il y a Koba et il y a Bieber. Quoi qu'il arrive, on se mettra les 3. 2000. Bon, allez, on y go, en vrai. En 2000, un album crée une onde de choc. Ali et Booba, avec Mauvais Oeil, viennent de planter un clou dans les années 90. Cela fait déjà plusieurs années que le rap change, que ce soit l'émergence au premier plan de la mafia Quinfri, avec en point d'orgue le succès des Princes de la Ville. Top 3 meilleurs albums de rap pour moi dans mon livre. Princes de la Ville, 113. Je suis ultra dégoûté qu'il n'ait pas encore dispo sur les plateformes, bien qu'il y ait Tonton du Bled. Mais ça, Princes de la Ville, 113, c'est... Voilà, exceptionnel. Ou les victoires de la nouvelle génération qui a fait ses armes depuis le milieu de la décennie à travers des formations devenues aujourd'hui mythiques comme Time Bomb, Sector A, For My People, Funky Family, Le Ventoux. Et Lunatic vient consacrer tout cela symboliquement l'année du changement de millénaire. Merci Blake. Plus sombre, farouchement indépendant, mais aussi rejeté par des majors plus frileuses et un marché qui semble se contracter, c'est l'avènement d'une décennie qui occupe une place ambivalente dans les mémoires. C'est vrai que c'est difficile à croire qu'à l'époque, il y avait très peu, les maisons de disques ne voulaient pas de rap parce que c'était pas une musique qui vendait. Alors, ça vendait, mais voilà, c'était pas comme aujourd'hui. Et c'était rare, hein. Fallait sucer, je crois. Hein. Mais voilà, on est bien loin de ça. Souvent réduite à des grands concepts et quelques rares noms, on l'oublie partiellement et on a finalement bien plus consacré de temps et d'énergie à ce qui va suivre dans les années 2010. Mais que se passe-t-il dans le rap de ces années-là? Derrière le rap de rue, le rap alternatif, la crise du disque, les rois sans couronne et tous ces mots qu'on répète sans cesse, c'était quoi vraiment le rap des années 2000? Jusqu'au bout, art de rue. Pour revenir sur le truc de rue, déjà, il faut bien expliquer que l'âge d'or de 90 à 2000, il n'était pas rap de rue, il était hip-hop. Après, il y a FF et Lunatic qui arrivent, c'est eux qui amènent ce truc très quartier. Je pense que 2003, pour ceux, je pense que pour moi, la bascule se fait ici. Alors, c'est un hymne, un morceau qui a fonctionné. Évidemment, il y a peut-être eu d'autres morceaux moins connus qui étaient déjà dans cette veine-là. Mais je trouve que pour ceux, c'est un bon marqueur. Et pour moi, les années 2000, l'esthétique à laquelle on fait référence, la période à laquelle on fait référence, Sartek, Flaco, ça mon frère. C'est 2003-2008. C'est pas 2000-2010. Si je devais poser des bornes chronologiques, ce serait celle-ci. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui savent, même quand les peu commencent à marcher dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Ça, c'est un truc qui est arrivé, je me souviens, c'est 2004 ou 2005. Moi, dans ma tête, le souvenir que j'ai de ça, c'est ce qu'on appelait les... On va Aketo, qui fait partie d'un groupe qui est très souvent oublié dans l'histoire, très souvent. Même si moi, je pense que j'ai un peu mes explications concernant Sniper. Je trouve que c'est un groupe qui est pas mal oublié dans les discussions, dans les débats, parce que je trouve que c'est un groupe qui a pété d'un coup et qui a été vu à l'époque, en tout cas comme un groupe commercial. Très vite. En tout cas, on n'a pas senti de background d'époque. Et il y en a qui connaissent pas. Dans le chat, il y en a qui connaissent pas. Ok, d'accord. En fait, c'est ça. Et je trouve que c'est beaucoup oublié pour un groupe qui a vraiment, en tout cas commercialement, beaucoup, qui a vraiment tout cassé avec leur premier projet Pris pour cible, le titre. Voilà, le titre justement Pris pour cible, je crois. Et avec le fameux couplet de Tunisien non tunisien qui a dû, je pense, pour des histoires de quotas et politique, refaire le couplet en français. Les street tapes, les street CD qui commencent à se démocratiser, ça me rappelle les puces de Clignancourt, le stand d'Alpha, le stand de Morsaille, c'est toute cette période-là. Et moi, franchement... Putain, Morsaille sous le cheveu, quoi. Au début, quand je vois ça arriver, je me dis qu'il y a un côté un peu cliché, un peu abusé, et en même temps, il y a plein de projets que je kiffe. Et je me dis que, vas-y, cette période-là, en vrai, c'est un bien parce qu'elle donne la parole à plein de gens, et il y a plein de... En vrai, il y a plein de méga rappeurs qui sont sortis de cette période aussi. Ça, c'est la familia aussi, tu vois. Trop de la gare, nique la Fnac. Je vais te dire pourquoi. Regarde. Hey,
Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel, les gars. Les frères, ils viennent ici pour acheter nos CD, mon frère, parce qu'à la FNAC, ils servent à rien, mon frère. Des mecs de Lyon, Nice, Montpellier, Marseille, Grenoble, mon frère, ils sont là, la familia, mon frère. Donc en Mais gros, pourquoi il y a 20 ans, il faisait déjà 40 piges? Rap de rue, c'était un peu la réponse française au gangsta rap, c'est-à-dire que gangsta rap, ça faisait vraiment trop US. Et en plus, c'était aussi vu comme quelque chose qui représentait pas vraiment les quartiers de France. Totalement vrai. Totalement vrai. Tu regardais des clips de rap français qui se la jouaient un peu quinri dans les visuels, tu t'allais dans les quartiers, c'était archi pas ça. Parce que c'était pas le même quotidien. Des choses un peu mal mixées, voire pas mixées du tout, parce qu'on est sur des périodes avec peut-être moins d'argent déjà, c'est sûr, en termes de l'industrie, mais surtout une volonté de ne pas se prendre la tête et de se dire « je balance ma musique telle qu'elle est, c'est comme ça, je fais de la musique pour moi, pour les gens qui m'entourent, notre réalité elle est comme ça, je vais pas mettre du vernis, d'édulcorer. » Un petit jean replay, nique sa mère les pipelets, je fais ce qui me plaît, même à poil, moi je suis ghetto you. Je l'ai déjà dit, hein. Moi, Salif, j'ai capté, mais ça n'a jamais été ma méta. Mais par contre, voilà, très bon artiste. Bah, format people, je crois. Mais voilà, je sais, ça n'a jamais été ma méta. Ben, tu vois, par exemple, le cas de Salif, Alonso, il aimait trop Salif. Je crois qu'ils en ont fait des feats ensemble. Hein. C'est le meilleur exemple. Lui, il est crédible dans ce truc-là parce qu'il le vivait vraiment. Il était dans la street, donc tu le ressentais dans ses albums. Et en plus, lui, il écrivait rien, il faisait tout dans la tête. Et chaque morceau qu'il faisait, ça faisait mouche parce qu'en fait, beaucoup de gens se reconnaissaient dans ce rap de quartier, de ce rap de rue. Nous, on dit rap de quartier. C'est pareil, ils disent rap de rue. Nous, on dit rap de quartier. L'idée, c'est que, rap de rue, ça désignait en gros des lyrics plus cash, plus cru, plus violent, qui abordait un mode de vie plus dans l'illicite, etc. Il y avait aussi le fait que, au lieu que ce soit des rappeurs qui racontent des histoires sur leurs potes qui, eux, ont sombré dans la délinquance ou le banditisme et tout, ça va devenir le mec qui a sombré, qui ensuite sort de tôle et qui lui-même prend le micro. C'est-à-dire t'as des profils, genre Alibi Montana, c'est ça, tu vois. Et Baez, de Menace Records, ils l'ont marketé comme ça. C'est-à-dire le premier album s'appelle 1260 jours, en ref à sa première grosse peine de prison. Le regretté Samat aussi, hein, qui explose à cette époque-là. Et c'était revendiqué par certains artistes, c'est-à-dire qui disaient, nous, on n'est pas des rappeurs, on est des rappeurs de rue. On fait pas du rap, on fait du rap de rue. Et donc ça, c'était quelque chose qui était assumé de leur part et même brandi. C'est-à-dire que tu avais Neochrome qui a fini par produire des street albums qui s'appelaient Rap de banlieusard, volume 1, volume 2, avec à chaque fois un rappeur en vedette. Al Capote, là, notamment. T'as des compiles qui s'appelaient littéralement Rap de rue, 2 comme le chiffre 2, parce qu'il y avait aussi le truc de remplacer les C par des K et mettre des chiffres un peu n'importe où, pour dire on est tellement... Et l'IM qui a marqué son époque. Bah, d'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais plus petit, l'une des premières meufs que j'ai eues dans ma vie, j'avais pas 15-16 ans, et son rappeur préféré, c'était L.I.M. Et du coup, je devais me taper du L.I.M. Et mon Dieu, que je comprenais pas. Et tu voyais la meuf, elle a rien à voir avec la DA d'L.I.M. Et c'est ça qui était dingue. C'est que le rap... En fait, c'est là où j'ai capté que le rap, il était un peu boboisé, tu vois. C'est qu'en fait, dans le sens où ça pouvait parler à plein de classes. Parce que je vous jure que L.I.M., même pour moi, c'est hard, tu vois. C'est hard. Mais tu vois, la meuf... ça n'a rien à voir, tu vois. Donc c'est là où j'ai fait ouais putain, ça parle vraiment à tout le monde, quoi. Mais je savais pas que ce type de rap pouvait vraiment parler à autant de gens. En rue, alors aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle est devenue. Hein. C'est pas écrire et tout, même si c'est pas vrai. Il y a toujours une recherche de vocabulaire, mais c'est un vocabulaire moins sciencé, si on peut dire ça. Des façons de parler totalement différentes. Je pense que la phrase qui représente un peu cette ère de rue, c'est tout serait différent si la Sorbonne serait domiciliée à Aubert. On est pertinemment conscient de tous nos échecs scolaires. Est-ce que c'est pas le meilleur hymne du 93 ? 93 hardcore de Tandem. En tout cas, alors oui, il y en a plein. Il y a Sensani Style de NTM, il y en a plein. Mais je pense que, moi en tout cas, personnellement, je crois que c'est celui-là qui m'a le plus... tu te sens bandit, quoi. Je suis pas bandit, mais tu te sens un mec du 93. En plus, à cette époque-là, j'y habitais. Donc c'était vraiment quelque chose.
Mais tout serait différent si la Sorbonne serait domiciliée à Aubert. En fait, cette faute totalement consciente, parce que McGregor écrit très très bien, un des seuls rappeurs qui écrit au passé simple, c'est quand même très, très paradoxal. Cette phrase, en fait... Et 93 Empire? Non, non, non. Je pense que même ceux qui ont fait 93 Empire, ils vont dire que... Non, vraiment, 93 Hardcore, c'est de Tandem, c'est l'hymne, c'est vraiment... Cette faute représente tout l'état d'esprit du rap des années 2000 pour dire, en fait, on est loin de tout. On est loin des lieux culturels, on est loin des lieux politiques. Tout le monde s'en fout de nous et de ce qu'on vit. En fait, on n'a rien à foutre et on baisera la France jusqu'à ce qu'elle nous aime, quoi. Pour moi, le rap de rue, c'est quelque chose qui est assez beau, finalement. Quelle phrase forte. Parce qu'en effet, il y a le mot amour, il y a amour et baiser dans la même phrase. Quel contraste fort et lourd de sens. Non, mais vraiment, la phrase « je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime », en vrai, c'est une phrase qui est... Je pense qu'il y en a qui ne l'ont pas encore compris. Mais quelle phrase de dingue. Parce que ça raconte ce qui se passe au quotidien, dans la vie des gens. Le mot rue, il a peut-être, tu vois, pour certains, parfois, ce mot-là, le mot rue, il a peut-être une connotation un peu négative, mais la réalité, c'est que ça raconte bien des choses extraordinaires sur la capacité à des artistes d'être témoins de ce qui se passe dans leur quotidien, mais pas que, parce que c'est le moment où on va commencer à avoir vraiment des compteurs, finalement, qui se font l'écho de ce qui se passe dans leur quartier. On va comprendre qu'il y a une vraie territorialité qui s'écrit dans le rap français, parce que ce rap-là, il va raconter des départements, des quartiers, des régions même, et que ça va commencer à forger finalement cette identité qu'on a aujourd'hui beaucoup plus installée par région. Vraiment, juste départ. L'époque de la Dirty South, les prods, elles étaient violentes aussi. Hein. C'était très cliché, tu vois, les rolls de snare, toutes les 8 mesures, les trucs. Enfin, il y avait pas mal de trucs qui se ressemblaient, le genre de sifflet un peu. Mais qu'est-ce que c'était bien. Justement, où en fait... Maintenant, t'as la rafleuse. Bah, avec tout le respect, la rafleuse, c'est incroyable. Je trouve qu'il est trop chaud. T'avais plein de rappeurs du 13. Puis le volume d'après, t'avais plein de rappeurs du 9-1, puis enfin, etc., etc. Ouais, en fait, mais tu viens d'où, mon pote, toi, en fait? On est sud, Val-de-Marne. Hein. Ah ouais, je vois, Champigny, Vitry, Joinville, tout ça, là? Non, moi, je suis de la Ville-Mère, photo. 9-4, Créteil, 3-0 derrière. Ah ouais, là, je vois mieux, là, le centre commercial, le lac de Créteil, tout ça? Il n'y a pas de centre commercial, il n'y a pas de Créteil Soleil. Le secteur à moi, il est à Londres, les portières à 2 pas de cimetière. Chez moi, frère, il y a un dicton qui dit les voyous, c'est à domicile qu'on les enterre. Bah, c'est vrai que le 9-4, dans les années 2000, c'était bien là. Hein. Après, je sais pas si c'est le meilleur département. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un département oublié, en tout cas qui fait pas tant de bruit que ça, bah c'est Paris. C'est le 75. Voilà. Paname, c'est vraiment la banlieue, quoi. Là, à ce moment-là, c'est début des années 2000. Tu cherchais Paname. Hein. C'était dur d'avoir un rappeur parisien qui cassait. C'était vraiment... Là, c'était le 9-2, le 9-4, le 9-1. Le 7-7, alors bizarrement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes du 7-7. Pareil, c'était aussi un département oublié. Il y avait très peu d'artistes du 7-7 qui avaient pété à l'époque. Là, aujourd'hui, c'est quasiment, il y en a beaucoup. Mais là, 9-3, 9-2, 9-4, c'était ça. Hein. C'était les 3 yonkos du rap français à l'époque. Et t'avais aussi de l'autre côté Marseille. Faut quand même pas oublier que Marseille a toujours été là dans toutes les époques. Sadi Kasken qui a fait le bordel marseillais, ensuite le bordel parisien. Donc pareil, il avait invité plein de gens. Néochrome et Néochrome All Star, c'était ça. Donc ouais, t'avais vraiment plein de trucs. Ça raconte des rues qui sont ni tout à fait les mêmes, mais ni tout à fait des autres. Elles se ressemblent, mais elles ont chacune leur argot et leurs histoires. Dans votre bec, tous paye. Donne-moi la bouteille, tous parle, tous partent. 9-2, c'est de là que tout part. Puis il y a vraiment cette surreprésentation locale pour dire dans mon quartier, dans mon département, dans ma rue même, finalement. Chacun avait son équipe, chacun avait son chiffre. Ça commençait tous par 9, mais après, c'était le chiffre d'après qui comptait. Il n'y avait pas de 7. Ni 7-5, ni 7-7. Et il a totalement raison, c'était 9 et ensuite c'était... Voilà. Et chaque département avait son identité. Et nous, tu vois, dans le rap du 91, on avait un rap multisyllabique. On a imposé au fur et à mesure, en fait, une manière de rapper. On en était très fiers.
Et c'est vrai que dans mes années à moi, le département, enfin le fait de représenter au sens vraiment très très large et très très noble de la chose, son département était quelque chose d'hyper important. Parlez-moi de mon 9-1, mais n'y viens pas, tu seras pas en lieu sûr. Depuis qu'on prend le dessus, t'as plus qu'à te branler sur ma banlieue sud. Il y a aussi une histoire qui s'écrit par rapport à l'âge que tu as quand tu commences à écouter du rap, les premiers rêves que tu peux avoir. Et en effet, je crois qu'aujourd'hui, on va dire c'est beaucoup plus accessible. Mais à l'époque, tu peux avoir grandi en écoutant que des rappeurs du 94 ou du 93 et pas du tout être au fait de ce qui se fait à Marseille, même si aujourd'hui ça peut sembler impossible, mais la réalité c'est que c'est logique. Ça vient de Marseille, département 13, des départs, je t'en fais pas. Ensemble depuis, on compte plus les années. Enfin, en gros, tous les groupes qui représentent plus ou moins l'âge d'or du rap français, nous on les a pris de plein fouet, c'est avec ça qu'on s'est éduqué rapologiquement parlant, tant dans la touche on va dire sensé, qui était attribué au rap de Marseille via IAM. Sur l'aspect technique, pour ce qui est Time Bomb, Arsenic, je pense qu'on s'est nourri de tout ça et on a recraché quelque chose qui nous est propre. Et nous, on était dans les quartiers nord. C'est important de préciser parce que les gens ne connaissent pas l'histoire du rap des quartiers nord. Ils connaissent à travers Psychiatre de la Rime, mais nous, avant nous, il y avait Puissance Nord. Puissance Nord qui avait fait un gros travail, mais avant Puissance Nord, il y avait un groupe qui était au même niveau qu'IAM à l'époque, à Marseille, c'était les B-Vice. Les B-Vice, ils avaient monté un gros truc à la Savine. Je connais pas. Tout le rap marseillais allait là-bas faire des prods ou allait là-bas pour répéter. Du coup, quand on allait là-bas, on nous disait rendez-vous au Café Julien pour aller faire des freestyles avec la FF ou avec d'autres artistes. Il y avait le groupe de Faflarage, Soul Swing, excuse-moi. Ils étaient tous en bas. Il y avait même à une époque, les gens ne savent pas, mais à la même époque, il y avait la Mafia Kinfry qui venait. C'est là où j'ai rencontré Rof, c'est là où j'ai rencontré Rimka. Eux, ils venaient, ils descendaient là pour faire des freestyles tout le temps. Le 9-5, c'est la convie, le sommet, c'est la combat, le choix, c'est ça qu'on veut, mais pour le moment, c'est la merde qu'on voit. On envoie ce qu'on va dans le vent direct dans ta sonore. Et t'envoies sur ta musique des chiffres comme ça, on écoute. Quelle époque. Le rap de Rue des Fers les occupe une place centrale, puis finit par se creuser une vraie place commerciale et dans les marges de l'institutionnel. C'est l'époque où L.I.M et Alibi Montana attrapent le disque d'or en indé et où Sefiu débarque en trombe aux Victoires de la musique pour une performance mémorable. Album commun. Putain, c'est déjà comme ça. Qui s'appelait juste Rue, donc c'était Alibi Montana et L.I.M. Qui casse tout. À ce moment-là, tout le monde en parle parce que je crois qu'il faut une première semaine où ils sont genre numéro 1 ou numéro 2 pour un album de rap totalement indépendant. Et c'était fou. Et c'était fou à l'époque. Parce que là, on parle de CD, hein. Là, on parle pas de... Je pensais pas que autant des gens iraient à la Fnac et dans tous les distributeurs, enfin tous les disquaires d'époque, pour aller récupérer un disque où ça parle de rue, mais là, enfin, pour ceux qui écoutent Alibi, pour ceux qui ont écouté L.I.M, c'est quand même pas la même tu vois, la même philosophie que les autres. C'était très différent, c'était très cru, quoi. Et pourtant, ça avait tout cassé. C'était, ouais, comme tu dis. Sur Skyrock, c'était rentré en radio, je crois. En fait, il n'y avait rien de conforme à un disque qui doit se vendre de manière conventionnelle, on va dire. Mais jusqu'à la cover. C'est-à-dire que la cover, c'est leurs deux cadavres face contre terre. T'as Alibi, en fait, qui a un flingue à la main, et L.I.M qui a un schlass, et un bédo qui dépasse quand même un petit peu parce que c'était sa signature. Donc il fallait qu'il ait quand même un cadavre de joint aussi, même s'il était mort. C'est celui-là qui tourne en radio, celui-là. C'est celui-là. Ils étaient appréciés par tous les quartiers de France et ils leur ont rendu. Moi, je me souviens, L.I.M à l'époque, il faisait des... Comment... C'est Wavetune, ça, les gars. Le plugin qui est derrière, là. C'est Wavetune de chez Waves, non? Qui pue la merde, hein. Je préfère le autotune dans Tares. Hein. Mais enfin, bref. Ils s'organisaient, mais ça prenait un vague. Il allait dans tous les quartiers de France. Peut-être que je dis de la merde, hein, mais ça ressemble à Wavetune. En province. Et le succès d'un disque comme celui de L.I.M ou d'avoir un Sefiu qui se retrouve aux Victoires de la musique, c'est tout simplement à l'image de ce que la France, à ce moment-là, elle comment dirais-je, elle l'attend et en tout cas, elle veut entendre dans le rap français. Je suis là, Nagui, t'inquiète pas. Tout le monde, hey, tout le monde, hey, tout le monde, hey, tout le monde, hey. Sefiu, il fait partie de ces prestations aux Victoires où il y avait encore cette volonté de la part des rappeurs, non pas de se fondre dans le truc
pour dire on peut être aussi classe que vous, mais pour dire non, en fait, nous, notre identité sonore, visuelle, ce que tu veux, c'est ça. Et CFU, en fait, lui, son idée, c'était de reproduire ce qu'il faisait dans ses clips. Il aurait pu prendre un autre morceau plus doux pour du CFU, tout est relatif, mais disons moins rentre dedans. Ah tiens, les voilà. Ah, la fameuse époque! La fameuse époque où on prenait malheureusement, je dis bien malheureusement, une meuf un peu random pour faire le refrain parce que l'autotune n'était pas forcément à la mode à ce moment-là et qu'il fallait rentrer en radio, faire un peu de SACEM quoi, tu vois, pour passer en télé, etc. Et putain, qu'est-ce que la plupart du temps c'était éteint. Avec tout le respect, hein, je détestais ce refrain. En fait, ce refrain-là, je le détestais. Je sais pas qui est cette dame, enchantée, mais je détestais. Mais des fois, tu as des bonnes surprises. Par exemple, Kélia, qui à l'époque n'était pas crédité sur le morceau qui est l'exemple, de Rof, justement, où le refrain était pas mal. Mais il y avait souvent des trucs, voilà, tu vois, le refrain tue. Non, ouais, j'aime pas, mais respect à cette meuf qui n'est même pas créditée sur le son. Il y a même pas écrit feat. C'était vraiment, c'est comme si tu prenais un sample, sauf qu'il n'y a pas de sample, donc on ramène une meuf ou un chanteur. Il y avait aussi des gars, mais c'était souvent des meufs qu'on ramenait, qui faisaient poser, comme à l'époque où, après, Cynic n'avait pas forcément besoin de le faire parce qu'il tournait déjà en radio. Donc lui, c'est un peu mesuré où il ramène justement Vita, mais c'est différent parce que pour le coup, il la crédite. C'est déjà cynique à ce moment-là, mais il y avait cette mode de ramener des meufs sur des refrains et ça a bien changé. Alors c'est bien parce que je trouvais que c'était pas honnête la démarche, parce que la preuve sinon tu crédites la personne, tu le mets, la meuf tu vois elle fait d'autres trucs. Enfin là où c'est bien, là où c'est pas bien c'est que c'est pas honnête, et là où c'est bien c'est que je trouve que ça donne pas naissance à ce genre de titre en fait, avec le refrain où on se dit tu vois, par exemple, j'ai un autre titre. Pour le coup, le titre, je l'aime bien, et même le refrain, je l'aime bien, mais la meuf, c'est random, avec tout le respect. C'est le morceau Au Summum 213. Habiba, je crois qu'elle s'appelait. Très beau prénom, cela dit. Je trouvais que la meuf, pour le coup, le refrain sert, mais la meuf, après, c'est elle aussi qui doit rebondir, parce que bon, c'est pas les producteurs, les rappeurs sont pas les producteurs des meufs qui chantent dans les refrains. Enfin, pas tout le temps. Donc, ce qui fait que c'est aussi à eux, tu vois, à elle et l'équipe, et ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Mais c'est une époque où, franchement, je suis assez content que ça n'existe plus. On avait un côté rap de rue, parce que comme plein de groupes, voilà, c'est notre jeunesse, la banlieue, etc. Mais c'était... On avait un peu de ça chez nous, mais pas que. On aimait bien aborder des thèmes, et c'est là que tu sens l'influence aussi de groupes beaucoup comme IAM, par exemple. Ouais, je pense que j'étais dans cette catégorie parce que j'ai beaucoup parlé de rue, que j'ai vécu, forcément, donc ça s'est ressenti, mais je voulais pas être enfermé là-dedans, en fait. Je pense que mon ADN principal, c'est ça, c'est le rap de rue. Je pouvais être très, très hardcore, avec un langage vraiment très dur. Je pouvais parler de prison, je pouvais parler de drogue, je pouvais parler de bagarres, de fusillades, etc. Mais je refusais de m'enfermer là-dedans. Et dans tous mes albums, tu avais des morceaux qui contrebalançaient ça. Bienvenue dans le monde où les jeunes traquent et te frappent. Époque formidable, putain. C'est vrai que j'aime bien. Alors pour le coup, il y a des réécritures que j'aime pas, mais la réécriture, enfin, c'est pas une réécriture, mais de remettre l'église au centre du village concernant le titre Époque formidable de Cynic, j'aime bien, c'est vrai. Tu diras quoi? T'as des histoires, alors vas-y raconte. Toujours poussé à bloc, mon meilleur pote s'appelle Fusil à pompe. Après, le truc, c'est que dans les schémas Dream et dans sa manière d'écrire, Cynic, si tu connais toute sa discographie. C'est-à-dire que si tu captes toute sa discographie, c'est un peu sa manière. Alors, encore une fois, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec les gens qui répétaient les mêmes trucs, parce que sinon, tu peux... Par exemple, Jules, c'est tout le temps pareil, tu vois, et il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le Cynic, il a une manière, c'est très... c'est vraiment la même chose, quoi. Le seul défaut de l'appellation, c'est que c'est plus une attitude et un mode de fonctionnement et un style de lyrics qu'une définition de musique, en fait. Même tu peux prendre des sons de PNL, ce qu'ils te racontent dessus, à l'époque, ça aurait été vu comme du rap de rue. Mais c'est juste qu'esthétiquement, la gueule de la musique n'a tellement plus rien à voir que... Heureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'accroche plus à l'esthétique musicale pour essayer de les définir, plutôt qu'à dire « ouais, bon, ça, c'est du rap de rue ». Mais il existe une autre scène où, en tout cas, certains ont cru important de la distinguer. C'est le domaine des Grems, La Caution, TTC, Fuzzati et d'autres noms moins évoqués aujourd'hui. Cette scène, qu'on a qualifiée d'alternative, par simple volonté de séparation, traverse la décennie et semble puiser aux mêmes sources pour des résultats différents.
d'une certaine manière, c'est un peu les pères du rap New Wave. TTC, alors, en allant loin, est-ce que TTC, ce serait pas le père spirituel de Laylo? Je vais loin, mais je comprends. Ce truc un peu digital, etc. C'est vrai, alors c'était ultra c'est ultra pas produit la même manière, c'est pas du tout la même époque, mais musicalement, il y a des trucs où je vois ce que je veux dire, tu vois. Vraiment, je trouve que c'était quelque chose qui était un peu vu comme du rock à l'époque. C'était pas trop, tu vois, tout ce qui était Zwinkels, TTC, etc. C'était un peu chelou, mais ça tournait beaucoup en festival et c'était plus accepté en télé et dans les médias mainstream que le rap qui vendait plus. Et ça aussi, c'était un autre problème. Est-ce que c'est parce que ça parlait plus à ce genre de médias ou est-ce que parce qu'il y avait moins de Renoir et moins de rebeux dans ce game? Bah ça on le saura jamais. Mais j'ai ma petite idée. Dans la caricature, tu vas dire, ok, c'est forcément l'opposé du rap de rue. En fait, pas tant que ça. C'est plus que c'était des mecs dans leur coin. La caution incroyable. L'étiquette rap alternatif, au tout début, puisque nous, on est vraiment des compétiteurs en matière de lyrical, on se dit, quelque part, les enfoirés, ils nous sortent du game de pas mal de rappeurs qui sont dans le rap classique. Donc, en gros, les instrus différaient. Et vu que la presse rap étant ce qu'elle est, bah, ça fonctionne vraiment par case, eux, on leur a collé cette étiquette-là. Mais il faut savoir que, par exemple, il y a eu un moment, tellement les étiquettes voulaient tout et rien dire, je crois TTC, pendant un court moment, tu avais certains médias qui appelaient ça du rap intelligent. Tu vois. Donc avec tout ce que ça implique pour les autres. Et d'un autre côté, bah, c'est super handicapant parce que tous ces mecs-là, ils se considéraient avant tout comme des rappeurs. Et aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est content de l'étiquette rap alternatif. Ouais. Et petit à petit, on s'est dit, mais non, finalement, c'est pas si mal que ça, parce que dans la catégorie alternative, il y avait très souvent les bons groupes de rock, les bons groupes d'électro, les bons groupes de rap. Donc on s'est dit, bon, c'est pas tellement un souci, mais avec TTC et d'autres, c'est vrai qu'on a fomenté un truc un peu sans le faire exprès, et on est arrivé à James Delec, des mecs comme ça, on est arrivé à créer notre petit monde. Je suis là, les orteils en éventail, chapeau de paille, chemise Hawaii, bah oui, j'ai l'air ébahi, je m'en bats des glaouis. Au début de ce qu'on a aujourd'hui, quand on regarde et qu'on voit une diversification assez exponentielle avec la plug, voilà, Jersey, etc., je dirais qu'à cette époque, c'est un peu le début de tout ça. Et que dès le début, il va y avoir, oui, ce rap de rue, mais aussi ce rap hyper divertissant qui va ambiancer peut-être un public un peu plus initié, mais en tout cas, ça commence comme ça, quoi. Tous ces crews-là qui avaient l'envie d'originalité, bah, quelque part, on pouvait se rejoindre et sur une tape, le temps de... Il y en a plein d'autres, hein. Je ne saurais même pas de tête comme ça, tous les retrouver, mais rien que sur les mixtapes qu'on avait sortis avec Mouloud Achour, c'était... Un jour peut-être, L'Ante de la folie, bah, t'avais les mecs de Bordeaux, Chroniqueur, Dose, Grems, bien sûr. Comment ça avec Mouloud Achour? Wesh. Grems, Usla, James Delec, tous ces mecs-là, on avait une vibe commune et on a fait une sorte de marmelade qu'on a appelée rap alternatif après. Comment aimer le mieux? Déjà sérieux, il faut baiser le mieux. On va pas se mentir en se regardant dans les yeux, se dire je t'aime tout le temps et s'enterrer dans l'ennui pour se tromper. Ouais, j'aime bien, musicalement, ça fait un peu French Touch, Cassius, tout ça, pourquoi pas. Entre rap et électro. Le multisyllabique, l'intégration de l'électro, de rythme dance floor, de la house, etc., etc. C'est des choses qu'on faisait, que très peu de gens faisaient. On était vraiment sur un standard très entre tel et tel BPM et avec tel ou tel type de sample. Et nous, on était déjà dans une espèce de côté iconoclaste, en tout cas au niveau du peur français. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui a vraiment fait notre renommée à ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui. En vrai, de façon, jusqu'à aujourd'hui, le rap et l'électro ne s'est jamais, pour moi, ultra bien mélangé d'un point de vue commercial mainstream. En vrai, si tu réfléchis bien, le meilleur rappeur électro,
J'ai beau réfléchir, je crois que c'est Huss l'enfoiré, tu vois. Mais c'est vrai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, c'est quelque chose qui a toujours été tenté. Vladimir Cauchemar, mais c'est un DJ. Avec Vald, ouais, ah ouais, mais Vald, c'est pas son créneau de base. C'est un projet side qu'il a fait, tu vois. DC's aussi, c'est side. Tu vois, en vrai, le prime de DC's, quoi qu'il arrive, ce sera Poisson Rouge, qui est un projet rap. Donc, non, pas vraiment. Woody, un peu oui et non, parce que en vrai, alors oui, son single, c'est un truc un peu club, mais pour moi, c'est plus un titre pop up-tempo qu'un son club électro pour de vrai, tu vois. Donc en vrai, ça compte pas vraiment. Et en vrai, t'écoutes le reste de sa discographie, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais ça n'a jamais été un truc qui a ultra bien matché. Alors surtout dans les débuts, quand il y avait la grande époque Guetta et que tout le monde a commencé à vouloir faire du rap électro, et c'était assez mal fait. D'ailleurs, assez mal fait de ouf. Après, il y a eu des trucs un peu réussis. Mais je crois que vraiment les titres que là, c'est que très récent qu'on se reprend des titres où on se dit vas-y, ok, ça on accepte, tu vois. Mais honnêtement, t'as des exemples. Je sais qu'à l'époque, alors pour le coup, je le trouvais pas dégueulasse le morceau, mais le morceau AAA de Mac Taylor, il s'était fait pas déchirer, mais les gens n'avaient pas compris sa fanbase parce que c'était en mode bah en fait nous on aime bien toi la trappe de 9-3 tu peux pas test ou plus vieux 93 hardcore avec Tandem où t'arrivais avec un titre type passe square à la David Guetta et là à ce moment-là c'était un peu plus difficile à accepter. Mais voilà, Ateyaba sous Joe Kwesh. Mais en fait justement j'ai parlé, le débat il est mainstream. Alors oui, même aujourd'hui il y a plein de trucs qui marchent bien. Winter Zuko ça marche en vrai, tu vois, dans la proposition. Mais là je parle vraiment de trucs mainstream. En vrai le meilleur artiste dans ce truc là, je le dis encore, je crois que c'est Huss. Je crois. Je peux me tromper. Enfin, j'en ai pas d'autres où vraiment son créneau, c'est ça. C'est les clubs, c'est le son club. Tu vois, j'arrive pas à avoir d'autres blazes, en fait. Alors, il y en a qui l'ont fait de manière épisodique, tu vois. Mais j'ai l'impression que dans un créneau précis, genre mon truc, c'est de faire du rap et le mélanger à l'électro, d'un point de vue mainstream, c'est un peu compliqué. À 14 piges, j'ai eu mes premières paires de shoes stylées. C'était depuis ma Clyde, là j'étais hype, je pouvais tout niquer. Bien blanche avec des fards lacés, intérieur matelassé. En pur, je t'ai dit 90. Wesh, il débite le pote. Un bocal, tu mets une étiquette que tu veux dessus. Okay. C'est vrai qu'il faut donner que ce soit un truc alternatif, mais Graham, c'est un putain de rappeur. Et je peux pas dire, tu vois ce que je veux dire, La Caution, c'est des putains de rappeurs. Tu vois ce que je veux dire. Leur concept musical a une autre couleur, mais pour moi, ça reste du rap, tu vois. Après, on peut lui donner l'étiquette qu'on veut. Mais c'est pour ça que je te dis, TTC, c'est des rappeurs. Triptyque, c'est des rappeurs. Tu vois ce que je veux dire. Et ok, d'accord qu'on met une étiquette comme ça qui paraît plus fusionnelle et tout, mais moi, j'ai rien contre ce rap-là. Au contraire, c'est un rap qui enrichit la culture rap. Ouais. Si on n'a pas ces rap-là, on n'a qu'un style de rap. C'est comme dans la culture rock. Si on n'a que le rock, ouais, je calais, c'est comment ouais, il y en a trois on n'a pas le métal, on n'a pas le, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas tout, tu vois, les mots, on n'a pas toutes ces choses-là. Ah, je connais ce morceau. Au moment, ils ont une nomination Victoire de la... Alors, petite anecdote, moi, ce morceau-là, le TTC dans le club, je l'ai connu à travers un groupe de DJ qui s'appelait Birdie Nam Nam. Alors, peut-être que ça vous parle pas, mais c'est des mecs qui étaient champions de DMC, qui était la discipline de DJ Scratch Beat Juggling à l'époque, qui existe encore, je crois, les DMC, Technics DMC. Et du coup, ils avaient fait un album où ils avaient samplé, mais à travers des vinyles où ils scratchaient. La musique TTC. Mais sauf qu'en fait, quand tu vois face à qui face à qui ils se retrouvent, tu te dis mais il y a une disproportion totale entre le traitement institutionnel, médiatique et ce que tu veux, et la quantité de public qui touchait. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui a pas pu être enjambé. C'est-à-dire que c'était pas une niche non plus parce qu'ils faisaient des belles tournées. Et puis ils avaient un public qui était plutôt très engagé avec eux et tout. Crazy B, je l'ai dit déjà. Et puis surtout, je pense que ça leur a permis de faire la musique que eux ils aimaient, ils voulaient. Différence d'horizon artistique, différence sociologique et de réception critique, tout invite à l'étudier en opposition avec le rap de rue. Mais il y a sûrement un autre chemin à prendre, plus ancré dans la réalité de la scène rap de cette période. C'est pas que je le laisse de côté, c'est qu'il vient pas à moi. En fait, tu vois, j'aurais aimé, moi, rentrer là-dedans. Mais cet univers-là ne vient pas à moi. Dans mes codes à moi, le problème, c'est qu'on reste aussi dans ce qu'on aime. On est rappeur, mais on est aussi auditeur. Moi, La Caution, je vais pas mentir, j'ai connu avec Théa la Menthe.
Ben oui. Comme beaucoup de gens. Je n'ai pas cherché parce que je me suis dit... Non, faut dire les termes. Comme beaucoup d'Arabes, nous avons connu la caution avec Thé à la menthe. Beaucoup l'ont connu aussi à travers la bande-son de Ocean 12, avec Vincent Cassel, où il fait le truc dans le truc de laser, etc. Et avec le son qui tourne. Et d'ailleurs, ça avait reboosté le fou, le morceau. Et qui a aussi été repris à l'époque sur R&B Fever 2 ou 3, non 3, sur Bienvenue chez les Bilka avec justement Cynic. Je dis bon, c'est un hit, c'est et Bilal, la BO d'un titre et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est une scène là qui n'est jamais arrivée à moi. Je pourrais pas l'expliquer. Est-ce que c'est géographique? Est-ce que c'est les médias que je lisais? Je ne sais pas. Mais je sais pas si on considère ça comme du rap alternatif. Moi non. Mais tout ce qui est casé, la rumeur. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est arrivé à moi. Les mains noires, ce sont celles de ma mère, de beaucoup de mes héros, de certains de mes... Je connaissais moins, je connaissais que la caution. Les autres, je connaissais de nom. TTC, tout ça, je les connaissais de nom. Mais lui que je connaissais surtout, et qu'il faut rendre hommage, c'est DJ Mehdi. Mehdi, c'est exactement le même univers, et même la même énergie au même moment. Bon, outre le fait qu'on soit pas de la même équipe en soi, mais c'est pas exactement la même manière de faire, mais c'est exactement la même énergie qui fait faire à Mehdi ce que nous on faisait de notre côté aussi. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la vie. Par exemple, DJ Mehdi ou même la caution, eux, leur entourage traînait beaucoup avec, à l'époque, Daft Punk. Toute l'équipe de Daft Punk ou Justice, et ils avaient le même manager. C'est toute une époque, c'est toute une couleur, et j'aime pas dire niche parce que Daft Punk c'est pas petit, mais c'est une autre couleur de l'urbain. Si tu prends une version instrumentale des Princes de la Ville, ça correspond presque à rien de l'époque. Et effectivement, on peut mettre Pone dedans puisque c'est lui qui fait Hold Up. Et l'instru de Hold Up, c'est pareil, c'est pas un truc que tu retrouvais chez tous les singles du moment, c'est même pas du tout en fait la formule de l'époque. Les lunettes d'Elton John et la dégaine distinguée des frères Dalton. Les lieux sont repérés, 9 heures de... Ouais, et fait que voilà, toute cette nébuleuse, Courtrage-May, l'armée des 12, la caution, les cautionneurs, etc., c'était hyper cohérent de s'imbriquer là-dedans. Et quelque part, l'indépendance collait parfaitement à ce truc sans règles, sans calcul, limite tellement sans calcul que... C'est qui est de la science-fiction aujourd'hui. Si un morceau comme Bâtard de Barbare ou le clip de Bâtard de Barbare, aujourd'hui, je pense que tu as 480 procès avant d'arriver au truc. Sans pitié, tu dis, même si nous, on est des mecs de thèse, on racontait notre vécu, en fait, c'est juste là, dans l'expression, on n'avait pas ce truc de il faut que le rap soit absolument Keblo sur ça ou Keblo là-dessus, et donc ça a donné des trucs chambés, et Asphalte sur Lente, qui est très dur et brut, et qui est très métallique quelque part, il y a vraiment ce truc-là, c'est vraiment, il pue ça, c'est pour ça, il pue le mélange entre, je sais pas moi, les tours de 20 étages, et la case de Drancy, et je sais pas, et il y a vraiment ce truc-là, et nous on le voit, et nous on l'interprète comme ça. Et c'est une sorte de photographie auditive de notre vécu, quoi la dinguerie que j'ai pas vue et du moment artistique, musical qu'on avait nous en tout cas. Déloyal, je danse le Mia, comme Benson, Chalamar, Royam, Canular, pour sauver le rap, comme soldat Ryan. Tu pouvais avoir des membres de la mafia Quinfri qui freestylaient avec des mecs de TTC dans l'émission Greg Free, tu vois, par exemple. Tu pouvais aussi avoir des freestyles Cherio dans Falch avec la caution. Donc en fait, c'était pas si cloisonné que ça, comme Orelsan et Nesbill via Scred, ils se sont rapprochés très très vite. Ma grosse. Donc c'était pas autant séparé. Salut. Qu'on voudrait bien le croire. Maintenant, ce qui s'est vraiment passé, c'est la manière de présenter ces artistes-là. Les années 2000 marquent une vraie bascule dans l'industrie de la musique. Derrière ce qu'on résume par l'expression... Comment ça va pas? Pourquoi t'es d'accord? ...du disque se cachent des évolutions nombreuses et rapides dans les modes de communication et de partage.
Au milieu de ce tumulte, le rap tout juste structuré se trouve pris en étau entre un barrage institutionnel encore marqué et des outils qui ne permettent pas d'appréhender les changements en cours. C'est l'âge de l'apprentissage, de récupérer les formules qui naissaient à la fin des années 90 pour les faire entrer dans la nouvelle industrie en cours de formation. C'est vrai qu'on dit souvent que les années 90, en tout cas la fin des années 90, ont été marquées par une course à la signature des rappeurs, une bulle spéculative qui finalement s'est percée et que tout l'argent qu'on a mis sur certains rappeurs qui n'ont pas pu vendre, recouper, on reste dans le mercantile et dans le capital. Recouper, quand la musique de l'artiste génère autant d'argent qu'a investi le label pour arriver à un résultat positif. T'investis 10 000, je veux au moins récupérer 10 000, c'est la base. Capitalisme, les majors sont passés à autre chose et ont voulu passer à autre chose. Je pense qu'aussi que les Merci c'est Dedou, merci pour le Prime. Que ce soit le 11 septembre ou les différentes révoltes des banlieues, suite aussi à Le Pen au second tour, etc. Il y a une frilosité. Oui, je le sais, merci mon frère. T'es un boss. D'isolement, c'était une musique qui était certes pratiquée par la jeunesse, mais qui n'était pas partout de façon aussi massive qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'argent. La plupart du temps, quand tu étais dans cette industrie-là, que tu sois artiste, beatmaker, DJ, journaliste, tu vivotais. Tu n'as pas d'argent, en fait. Quand tu commences, les premiers mecs qui... Moi, je me rappelle d'une interview du magazine RAP, qui est un magazine qui n'existe plus aujourd'hui. Une interview de Psychiatre de la Rime, et je l'ai regardée. Et en fait, ça m'a marqué, parce que c'est une interview que j'ai dû lire en 2001, 2002. Et je me suis dit, putain, on est tellement finito. En fait, à ce moment-là, Soprano, contexte, quand l'interview sort, il venait de sortir Enfant de la Lune, qui est un album qui a extrêmement bien marché, de baiser, ok ? Avec Le Monde est Stone, Hijo de la Luna, etc. Soprano dit, dans l'interview RAP, et putain, j'espère que quelqu'un a peut-être l'interview qui pourrait me l'envoyer, ce serait exceptionnel, où il dit, avec tout ce que, si tu cumules tout ce qu'on fait dans la musique, le groupe, on gagne 1 500 € par mois. J'ai dit, putain, on est tellement finito. Quand j'ai vu ça, j'étais choc-barre. J'ai fait, ah ouais, on est tellement finito, frère. On est tellement... Ah ouais. Et c'est fou comment la musique, c'est, tu vois, du coup, c'est retourné. Mais pourquoi ? Parce que, et déjà, il y a plusieurs raisons. C'est que les shows ne payaient pas comme aujourd'hui. Les festivals, alors évidemment que là, c'est divisé par je ne sais combien. Déjà, ça a multiplié par 3, là, en 2 ans, les cachets. Mais là, je pense que là, enfin, peut-être pas multiplié par 3, mais ça a explosé. Mais là, à l'époque, c'était dérisoire. Au contraire, les artistes étaient plus contents de venir dans des festivals. Et la SACEM, je l'ai toujours dit, les gars, la SACEM dans le rap, c'est pas dingue, en vrai, les frères. C'est pas dingue, c'est pas fou, quoi, tu vois. Donc, compliqué. C'est des premiers albums qui fonctionnent, ils n'ont pas d'argent en fait au moment où il fonctionne l'album. C'est-à-dire que notre premier concert, qui est la première partie de Sens Unique, on gagne 100 francs. 100 francs, c'est un peu moins de 20 € chacun. Et avec ça, on va déjà acheter des beepers à l'époque, pour se structurer, pour être en contact, pour voir qu'on se tienne au jus si on a des plans et tout. Et ensuite, on a structuré de façon à ce que... Naskid qui dit que la SACEM, c'est pas fou. Je vous jure que la SACEM, sur un titre qui fonctionne, c'est pas dingue. C'est-à-dire que ça peut être cool quand tu cumules des titres. Quand tu cumules, là, c'est intéressant. Et surtout que maintenant la SACEM liée au streaming, ça devient de plus en plus intéressant quand tu fais vraiment beaucoup de volume. Mais en vrai, je sais pas comment vous expliquer. La dernière fois, il y avait Carmen qui était là. Et on avait discuté, il vous l'avait dit que, bon, les gars, un titre qui a même pas fait single or a généré 3 fois plus qu'un titre qui avait fait diamant parce qu'il avait tourné sur énergie. Voilà, je vous l'ai déjà dit, et il y en a deux. Et de toute façon, ce que j'ai dit là, personne ne peut le contredire, ça ne peut pas exister. Par exemple, moi et Pod, on soit un peu les co-managers ou les managers du groupe. Donc on allait faire il n'y avait pas de graphiste ou très peu à l'époque. D'aller faire des photocopies, des trucs, c'était une galère. Donc on a monté un dossier de... Ouais, ça m'est arrivé avec Maker, c'est pour ça que je peux parler. On a pris des photos avec Jean-Pierre Mahéro. Et puis on essayait de trouver des plans à l'extérieur. Ce qu'il y avait, c'est qu'on a fait déjà des connexions à l'extérieur avec Thibaut de Longeville qui faisait les passe-passe à l'époque. Oui, quels sont de fous. Le système. Donc ce paradoxe, il était déjà à l'antenne de Skyrock, puisque c'était pareil. La journée, tu avais des gens qui pouvaient même pas rêver... avoir même un dixième de leur son qui passe, même pas en rotation, mais juste pareil. Ah ouais, juste les gars, Planète Rap, la Nocturne. Déjà, je me rappelle qu'à l'époque, quand un mec de ta ville, il passait dans la Nocturne de Skyrock à 3h du matin, c'était Ousmane Ballon d'Or. Ça avait des slaps à cette époque, ça aurait été une dinguerie. C'était fou, genre ouais, tout. Ouais, tu vois, lui là, un jour,
Il y a Cut Killer, il a joué son son dans la nocturne à 5h du matin. Tu sais, si t'aurais vu le quartier tout réveillé, des trucs comme ça, t'entendais. Maintenant, aujourd'hui, voilà, tu passes à Planète Rap, tu fais 1 million de vues, tu es en mode ouais, bon, mais bon, le frigo, il est vide. Hein. Erreur une fois sur un malentendu, c'était impossible. Il pouvait pas non plus avoir de Planète Rap ou quoi. Mais. Alors, Planète Rap, la Planète Rap, tu peux être qui tu veux. Tu peux être qui tu veux, Planète Rap, là, frère, c'était. Pour que tu aies un Planète Rap. Mais déjà, être invité à un Planète Rap, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Bah d'ailleurs, pour l'anecdote, mon grand frère, il bossait à l'époque avec Cédric le Belge de Skyrock. Bisous à toi, mon frère. Et il bossait avec lui. Et en fait, mon frère, il squattait tous les jours chez Sky. Mais là, je vous parle de fin 90, début 2000. Il squattait tous les jours. Donc, il voyait tous les artistes. Il a vu tout le monde. Il a vu tout le game passer. Et il était en mode... tu vois pas Fianso quand il forçait. Mais sauf que mon frère, il n'a pas la personnalité de Fianso. Donc, il voulait pas s'imposer. Tu vois, il était juste là. Ah ouais, tu chantes. Ah ouais, tu chantes. Mais tu chantes quoi? Ouais, je chante en arabe. Ah ouais, tu chantes en arabe. La tête de homme, tac, 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 tac. Et voilà. Il y avait les émissions spé, donc qui passaient après minuit et qui duraient en général Anecdote fitna 2 heures, de baiser. Donc t'avais Sky BOSS, donc là c'était Joey Star et ses potes. T'avais Couvre-feu, c'était Jackie Brown et ses potes. DJ Lordissa, etc. T'avais très gentil Lordissa. C'était Cut Killer et d'autres DJ. Il y avait Total Chaos, donc comme son nom l'indique, c'était Chaos Dayam. West Coast là, qui était Stomy Bugsy, Ahmed Day et d'autres. En fait, c'était un peu la porte de derrière. Tu pouvais faire entrer tes potes. Donc évidemment, il y avait, enfin, c'est pas là que t'allais gratter de la SACEM ou quoi. Mais par contre, c'était un peu l'équivalent aujourd'hui de quelqu'un qui essaierait de se faire connaître sur les réseaux sociaux sans avoir de placement média du tout, tu vois. Les ghettos youth, ils veulent écouter couvre-feu. Les gens en ballon, ils veulent écouter couvre-feu. Les gens sur la route, ils veulent écouter couvre-feu. La chambre féminine aussi, elle veut écouter couvre-feu. Et mettez-vous bien tous les massifs à l'écoute. Et là, on dit ça, roulez. T'entends pas ou quoi? Couvre-feu, couvrez-vous. Qui pas toutes ces banlieues, toutes ces provinces. Salut Ahmed et frère d'Amine. Bah ouais. On est à l'arrivée du numérique. Et les appareils numériques sont tout nouveaux, quoi. En 2006, on est déjà sur Internet. Et on est déjà sur le CDR, sur la copie, sur le MP3 qui arrive. Le piratage est arrivé, nous on arrive... Je vous jure que ça là, franchement, je suis désolé. Hein. Je suis désolé la famille. Hein. Mais vous avez tellement loupé le prime de la vie. Vous savez, quand tu disais que chez toi, t'avais Internet illimité, parce que c'est une dinguerie ce que je vais vous dire, mais à une époque, c'était facturé. Internet à la minute ou à l'heure, je sais plus. Je crois que c'était facturé à l'heure, Bellec. À l'époque d'AOL, tout ça, quand c'était pas... Et les gars, je vous jure que cette époque-là, Internet illimité, ordinateur, graveur CD, tu pouvais copier les... comment on appelle ça? Les jeux de PlayStation. Il y en a, c'était leur business de graver des CD et les revendre 20 balles. Eh les gars, ce que vous avez de loupé, je vous jure qu'il y a... Alors, il y a eu plusieurs arcs. Et l'arc MSN, début de Facebook, tous ces trucs-là, non, c'était trop émule, je vous le jure. Hein, c'est... Là, de toute façon, début année 2000, c'est forcément des albums de rap, Urban Peace, les Wiz, les textos illimités, le forfait Millennium SFR quand il vient d'arriver, LimeWire, Emule, tout ça, Caramel. Désolé les gars, je sais que là, je vous parle d'une époque que les moins de beaucoup ne peuvent pas connaître, mais c'est pas que les moins de 20 ans, ça c'est sûr, mais même les moins de 30 ans, Bellec, tu vois. Ah mais t'es vieux, bon on va te faire foutre, allez hop. Pile poil là. Ça veut dire que à l'heure où avant nous, les albums vendaient des 400 000, des 500 000, nous, quand on arrive à faire des disques d'or, mais c'est un exploit extraordinaire. Avec plaisir. C'est un exploit extraordinaire parce que on sent déjà que la sonnerie, les gens, pour eux... Aujourd'hui, ça n'existe plus, une sonnerie personnalisée. À l'époque, t'achetais avec ton crédit de merde, Ozone, en sonnerie 16 bits. Tu vois ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'était comme ça. Tu veux savoir si ta camarade de ta classe t'aime, envoie Crush au 7-20-20. Connaissez pas ce genre de pub de con? Tu vois ou pas? Non, c'était trop cette époque, cette pie. Musique, c'est gratuit. Tu y vas sur Emule, tu vas sur Napster, tu appuies sur un truc, tu as tout la sonnerie Faflara, j'ai pas le temps. Ah ouais, c'est chaud. Ou sinon, t'avais aussi ce truc-là que je détestais. Attendez. 1. Alors je vais vous la faire. Je vais vous la faire, vous allez capter. Ça c'était le prime des meufs. Vraiment, POV t'appelles une meuf en 2003.
Salut, c'est Émilie. Tu es bien sur ma messagerie, mais tu peux laisser un message. Allez, bisous. Ça disait Kiss. Ça disait Kiss. Je me rappellerai toute ma vie. Priscilla, 14-15 ans. Moi j'avais 14-15 ans. Priscilla, j'allais au cybercafé. Je ne mangeais pas le midi. Je prenais l'oseille de la graille du midi pour l'appeler, pour passer 5 minutes avec elle au taxiphone, pour qu'à la fin, elle se met en couple avec un pote à moi qui lui fait un enfant. Et elle avait ce son de Neyo en messagerie. Donc à chaque fois que j'écoute ce son de merde, je pense à cette scène où je me dis mais comment j'ai pu être con. Celle du CD, oui, c'est la même personne à qui j'avais offert Gravé dans la roche de Sniper. Mais en tout cas, c'est sûr que même au niveau national, si on ne parle pas que de Marseille, pour qu'il y a eu un moment où tout le monde était perdu en fait. Au moment où il y a une espèce de crise du disque et surtout du relais des artistes, c'est-à-dire que... Et tu sais que Bellec, son fils, il me connaît. Mais tu sais que je viens de réfléchir, mais là, il a au moins 20 ans. Et moi, je donne le blaze normal. Moi, des fois, j'oublie, moi. Bon, bah, bisous, frérot. Il y a un moment où pas mal d'artistes, à partir du moment où ils étaient sur Skyrock, ça allait booster leur vente, mais de manière assez exponentielle. Et tant mieux pour eux. Mais il y a un certain moment où le téléchargement et le digital... En fait, le digital était dans ses balbutiements et arrivait... Et tout n'était pas encore clair là-dessus. Donc, malheureusement, ceux qui souffraient le plus du téléchargement etc., c'était les gens qui étaient en indépendant. Je veux dire que là, c'était vraiment rap, avec aucune exigence commerciale dedans, et avec, du coup, évidemment, beaucoup de rappeurs de rue qui défilaient et tout. C'était aussi devenu le rendez-vous pour passer des messages, puisque il n'y avait pas Instagram. Donc, en fait, quand tu voulais insulter quelqu'un, t'étais obligé d'aller chez Jackie Brown. Faudrait lui dire que le troisième gant, qu'il se le mette dans le cul. Et toi, de l'autre côté, tu veux truc pour me niquer. C'est moi qui ai creusé sa pierre tombale, je l'ai poussé. Si vous aimez le sang, c'est le meilleur documentaire de l'histoire du rap français. C'est le meilleur. Aujourd'hui, ça peut plus exister pour des raisons évidentes qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de proximité. Mais c'était ça. Ça, c'est un docu qui est dispo, que je ne regarderai pas. Je l'ai déjà vu en live une fois. Documentaire de fou. Et j'ai remis une salle dessus. J'en ai rien à foutre, moi, de format people. Dis-moi, je suis cool chienne, c'est l'Indien dans le village. People. L'autodidactie, quelque part, qu'on avait chez Courtrajmé avec une DV et compagnie, c'était vraiment pas donné à tout le monde. Parce que le format était pas bon, la qualité était pas ouf, même avec des bonnes lights et encore, il fallait louer tout ça. Tout était beaucoup moins facile d'accès qu'à partir de 2010, 12, 13 et jusqu'à aujourd'hui où là on est à l'apogée où beaucoup de gens font des clips très bien avec du matériel qu'on peut avoir à titre personnel. Et là, toutes les maisons de disques, elles n'ont pas su prendre le virage de ce qui est Apple Music. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me dis que la plupart des youtubeurs, c'est un peu, là c'est une tech personnelle, la plupart des youtubeurs ils se font couiller. Pour moi, la plupart des youtubeurs se font couiller. Parce que quand tu vois des prods mid, normal, je vois des 20-30 000 euros, tu vois la prod, tu te dis putain, 20-30 000 euros pour ça, et que tu vois des clips de rap de baiser à des 10K et le devis il en vaut 60, là que je me dis que sur YouTube, les gens ils se font enfler, tu vois. Parce qu'il y a des vidéos où tu vois des budgets astronomiques, tu te dis putain, quand tu vois pas le truc, tu dis mais à quelle heure? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, Spotify, etc. Et donc elles se sont complètement plantées parce qu'elles n'y ont pas cru. Et donc en même temps, il y a les copies, il y a tout ça, et les maisons de disques commencent à s'effondrer. Le rap français a appris des maisons de disques dans la distrib, dans la production, etc. Et commence à se structurer en indépendant aussi. Et donc du coup, on commence à avoir une autre vision du truc. Après, tu as eu l'émergence des autres groupes qui sont arrivés, qui commencent à se développer par leurs propres moyens, en montant leur propre label, en montant leur structure et en étant indépendant comme certains l'ont fait. Parce que chose qu'on ne pouvait pas faire avant, être indépendant, c'était un budget. Tu pouvais pas. Aujourd'hui, les studios, tu te retrouves avec un iPhone, une application, tu peux enregistrer tes morceaux toi-même chez toi, tout faire, mixer. Ça, chose qui à l'époque, c'était infaisable. Et après, il a fallu s'adapter. C'est quand même très artisanal en vrai. Hein. En mode do it yourself, où les gars ils donnent rendez-vous via des MySpace. Je me rappelle, tu vois, de sections qui donnent rendez-vous devant Beaubourg, qui font des cercles de freestyle. T'as les trucs les ventes de Scud aux puces de Clignancourt. Si les maisons de disques n'ont pas de réponse, c'est que c'est aux rappeurs de prendre leur destin en main. Les années 2000, c'est l'âge de la débrouille,
de créer des labels, des réseaux de distribution, d'être plus agressif dans la com, de sortir des... S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut retrouver les DVD de Street Live à regarder en live? S'il vous plaît. J'aimerais surtout avoir le 1 et le 2. Si quelqu'un le trouve, vous êtes des boss. Sentiers battus. Et c'est donc l'âge du street album. De mémoire, le premier truc qu'on a appelé street album, c'était En attendant l'album de Cynic. Et à partir de là, parce que du coup c'était chez Neochrome, je crois qu'il avait sorti ça, et à partir de là, ça n'a fait qu'enchaîner. La vraie rencontre, elle se fait en 2004. Nous, on cherche à faire un projet, mais qui n'est pas encore l'album. En fait, on est conscient qu'à ce moment-là, avant de sortir le véritable premier album, il nous manque un projet alternatif. On réfléchit à un format, on trouve que les mixtapes, ça commence à être un petit peu rincé, puis c'est un projet fourre-tout. Et nous, on crée le street CD. Tu vois, on invente ce format-là, ce nom-là, parce qu'on trouve que c'est très large. Et on ne sait pas, en fait, si c'est un album, c'est un mélange d'albums, de mixtapes, etc. Mais ça se vend un peu comme une mixtape. Et les patrons de la mixtape, à l'époque, la référence et les mecs qui bossaient ça super bien, qui étaient super agressifs dans la promo, c'est Neochrome. Donc on se rapproche de Yoni et on le sort en coprod. Donc mon label à moi, 609, avec Neochrome. Et on sort mon street album qui, à titre personnel, a changé toute ma vie, quoi, parce que tout est parti de là. Période qui est parce qu'il y a l'assassin. Complètement ouf dans ma vie. Et c'est le début de beaucoup de choses, puisque on en a tellement vendu qu'on a attiré les maisons de disques, etc. Donc c'est pour ça que souvent les gens me parlent de mon premier album, mais en vrai, ma première vraie réussite, c'est le street album. T'es dans la merde, t'as voulu clasher CNK, t'es dans la merde. En vrai, c'est l'essence du rap, c'est que faut pas réfléchir, faut dire ce que t'as envie de dire, et t'as un côté très très brut que tu retrouves pas forcément dans les albums, parce que quand tu construis ton album, à l'époque, en 2005, il te fallait des singles radio. Alors ça veut pas dire des morceaux de vendus, de toute façon j'en ai jamais fait, j'ai jamais su les faire. Il fallait des morceaux un petit peu plus accessibles, donc pour moi c'était... Ouais, il a pas vraiment fait de son, il a pas fait de son de vendu, mais il a fait des sons radio. Il a fait des sons radio de fou. Quand tu vois le morceau avec James Blunt, bah même si ça ressemble à du Cynic, je vous mens pas, dans la prod tout ça, c'est vrai que ça fait très cynique. C'est un vrai titre mainstream de baiser, quoi. Énergie, tout ça, quoi. C'était des sons comme ça. Cœur de pierre aussi, ouais. Tu vois, tu commences à réfléchir. Et tu fais le truc un petit peu moins spontanément. Le street album, le morceau il est bien, ça kick, on s'en bat les couilles, il y a des gros mots, il n'y a pas de gros mots, c'est vulgaire, ça attaque des gens. C'est pas grave, on y va parce que le morceau il est bien. Et ça, c'est cette liberté-là, elle est mortelle. À 2025 ans d'avance, si le rap français actuellement. Si, ouais. Si ton rappeur favori n'est pas content, fuck là, il n'a qu'à sortir un album mieux que ma mixtape. Alpha, qu'on le veuille ou non, ça a été un modèle de réussite pour beaucoup de gens. Parce que un mec qui vient du bled, qui arrive avec ses moyens au marché aux puces, à vendre et à vendre beaucoup sa propre musique, qui se retrouve à un moment donné où ça devient le mec un peu incontournable qui se retrouve, parce qu'il y avait une grosse époque des compiles, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus trop de compilations, mais à l'époque il y avait une énorme hype autour des compiles et il était dans toutes les compilations, que ce soit, je sais plus moi, les projets de Rimka, enfin bref, beaucoup de gens faisaient des compiles, il était partout. Et c'était un modèle de réussite parce que c'est un gars qui est foncièrement pas un rappeur de ouf, hein, tu vois, faut être aussi objectif, mais qui se débrouillait et il y avait une authenticité quoi qu'il arrive et que y a beaucoup de gens qui se sont reconnus en lui. Je ne saurais jamais si on était à la base de ce truc-là ou si sincèrement ça existait déjà. Je sais qu'on a popularisé en tout cas le street CD, puisque après ça, c'est vrai que j'en ai vu énormément sortir et je pense que les mecs se disaient la recette, elle est facile, tu sors un street album, derrière tu sors un album, ça va péter. Alors qu'en vrai, nous, on l'a fait un peu avec innocence. Le street album, il est fait avec des bouts de ficelle. Il est fait dans plusieurs studios avec des micros différents, des mix différents. Il y a un côté très Kaira, très street, très désordonné, mais en même temps très brut. Et c'est ce qui a plu, je pense, dans ce format-là. Et c'est pas quelque chose que tu calcules. Tu vois ce que je veux dire? Et d'autres ont cru qu'il suffisait juste d'appeler son projet street album ou street CD pour que ça marche. Donc c'est vrai que par la suite, j'en ai vu beaucoup, avec plus ou moins de réussite. Et c'est pas un format non plus qui a duré très très longtemps. Des street albums, après, il n'y en a pas eu sur 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Après, on est revenu à l'album classique. En tout cas, nous, qui nous a permis d'avancer. Dites à la France qu'on a 20 ans de moyenne, qu'on vient pour l'entailler, qu'on est tous enragés, que dans les airs, on aimerait s'envoyer. Dites-leur aussi qu'on est coupable, mais loin d'être apeuré, violent, car aux Ulysses, c'est à coups de batte que les histoires se règlent.
Moi, j'ai grandi justement avec le modèle entrepreneurial qui était Dean Records, avec lequel j'ai pu travailler bien plus tard. Et je me rappellerai toujours de ce DVD, Le Prix de l'Indépendance, sorti en 2004, où justement, ils expliquaient comment chacun mettait la main à la pâte pour faire vivre ce label. Ils ne sont pas comptables, ils ne sont pas graphistes, ils ne sont pas des mecs de bureau, mais ils apprennent, ils vont chercher. Internet se développe à ce moment-là, ils cherchent, ils prennent des bouquins, ils demandent à des gens. Et c'est vraiment cette mentalité de survie, mentalité hip-hop, qui fait que des labels ont pu perdurer. Encore peut-être 2 instrus terminés à fignoler, tu vois. Bah ok, on se capte après. Ça là. 2 instrus terminés à fignoler, tu vois. Bah ok, on se capte après. Le flow est dingue. Le bonnet est fou. Le bonnet est fou. Tout là, on est dans un clip de Nico. C'est une dinguerie. Et que c'est la vraie vie. Genre, c'est pas pour un clip là. C'est dingue, hein, comment la mode ça change. Digne de ton Bob. Mon Bob, ça y est, je l'ai plus, je l'ai donné à Wahib. Voilà. En gros, moi, mon statut dans Records, par exemple, je suis gérant du label. Donc, je fais tout et rien. J'essaie de coordonner tout, j'essaie de motiver les équipes. Et aujourd'hui, ce monsieur, Salsa, il est boss du label. S'il vous plaît, c'est lui qui a quasiment beaucoup d'artistes du game. Salsa, du label qui est chez Warner, là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la musique qui peut me dire s'il vous plaît. Salsa, Warner, label. Non, pas Believe, n'importe quoi, les gars. Alassane Konaté, nanana. Tic. Wesh, y a personne qui est capable de me dire. Zabi. Edier, je suis un malade. Edier. Voilà, Edier, label Edier. Bah, aujourd'hui, maintenant, par rapport à la New Wave, par rapport à beaucoup de choses, un label du coup très important qui a beaucoup de gros artistes hein, aujourd'hui. Entre autres, si je dois vous donner quelques noms, le mec qui part en couille, Daft Punk, non, rien à voir. Tic. Bah, ils ont Tiff déjà. Ça, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont Tiff. Ils ont. Attends, je vais regarder les bros. Oh bon, j'ai un peu la flemme, mais bref, ils ont beaucoup de monde. Par exemple, faire les calendriers des sorties avec les groupes. Papa méchant m'appelle. Ils ont Christophe Willem, mais non. Tout le temps. Mais j'assume ce rôle-là parce qu'il faut. Et c'est là que c'est fabuleux le rap, c'est que il y a toujours cette notion d'être indé et de faire par soi-même. Et en fait, le truc, c'est que même pendant toute la période des années 2000, ok, il y a ceux qui se sont un peu cassés les dents, mais beaucoup vont continuer. D'autres, tu vois, vont arriver et ils vont avoir appris de leurs aînés. Et puis, il va y avoir aussi tout ce système qui va se mettre en place avec les producteurs qui vont s'auto-former, commencer à investir de l'argent. Alors bon, parfois, ça va donner des histoires un peu malheureuses ensuite de mon contrat, etc. Mais en tout cas, ça va être une période qui va vachement servir à construire le rap qu'on a aujourd'hui. J'ai pas envie de dire de la merde, mais il me semble que c'est Edier qui a signé Chacola. J'ai pas envie de dire de la merde, hein, mais il me semble, à vérifier, je vais vous le dire tout de suite, mais il me semble que c'est Edier qui a signé Chaco. Afficher les crédits. Ah non, c'est Atlantique. Non, je dis de la merde. Ok. Et on a, et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a encore aujourd'hui quand même énormément d'acteurs et d'actrices dans l'industrie du rap aujourd'hui qui viennent de la période des années 2000. Les années 2000, c'est aussi un âge de rupture politique. Du second tour de l'élection présidentielle 2002 à celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Prise Jean-Marie Le Pen. Ça aussi, je vous le jure. Hein. En vrai, d'une certaine manière, c'est aussi un bon souvenir, ce second tour. Parce que c'est là où tu vois que la France n'est pas profondément raciste. En fait, ça t'apprend un truc. Ça t'apprend que la France est raciste, mais on peut attendre 5 ans, en vrai. On peut attendre 5 ans pour remontrer qu'on est... Tu vois, on va faire... Mais c'est vrai que c'était dingue. Et je sais pas pourquoi, tous les Arabes, ils aimaient bien Jospin. Moi, je connais rien à la politique. Hein, tu vois, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est très bon souvenir. Non, mais un bon souvenir parce que finalement, il perd. C'est un bon souvenir parce qu'il perd. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Alors, c'était un mauvais souvenir parce que, bon, c'est une dinguerie. Jean-Marie Le Pen qui a dit des trucs de fou. Mais c'est un bon souvenir parce que tu te rends compte finalement que la France, elle est raciste, mais pas à ce point-là, tu vois. Donc, ça rassure. Même si, bon, finalement, l'histoire te montre que
Il n'y a plus le daron, il y a la fille, il n'y a plus la fille, il y a la nièce, il n'y a plus la nièce, il y a Jordan, il n'y a plus... Bref, t'as capté. Semble devoir être le second avec 17% des voix. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français. Ça, c'est vraiment... Tu vois, quand un président, il te dit ça, voilà, il va pas être président de tous les Français. Voilà, c'est fou. Voilà, c'est faux. 27 octobre 2005, c'est la première nuit d'émeute à Clichy-sous-Bois, des violences urbaines qui vont durer 3 semaines. De la mort de Ziad Bouna et des soulèvements qui ont suivi, du durcissement des politiques répressives et de l'islamophobie avec la loi de 2004 sur le port du voile. Les débats en 2004, c'était sur le port du voile. On l'a encore en 2025. Jusqu'à hier, je crois, parce que j'ai vu qu'il y avait une... J'ai pas bien vu, mais je crois qu'il y a une bonne sœur qui est passée. Ça avait fait débat parce que ça dit que c'était une meuf qui était une musulmane qui serait passée. Enfin, voilà, ça fait encore des débats. C'est une dinguerie. Et la mise en place brève d'un ministère de l'immigration. Tout commence avec la mort de 2 adolescents, Zied, 17 ans, et Bouna, 15 ans, meurent électrocutés dans ce transformateur EDF en tentant d'échapper à la police. À juste titre ou pas, c'est chacun voit midi à sa porte, mais on était très basé sur le message. C'était limite même, t'avais des gens assez condescendants qui validaient cette musique parce que c'était la musique des opprimés ou des pauvres et compagnie. En fait, il y a une différence sociologique qu'on peut pas nier. Ça, par contre, ça a vraiment changé. Alors, tu vois, il y a des choses qui ne changent pas politiquement. Mais là, le rap est peut-être la musique la plus... aujourd'hui, peut-être la plus désengagée. C'est vrai, hein, c'est peut-être la musique la plus... Aujourd'hui, hein, si tu prends la masse, c'est peut-être la musique la plus désengagée. Ça, par contre, c'est dingue comment ça a changé. C'est que je pense que pour les rappeurs des années 2000, c'est souvent des deuxièmes générations d'immigrés, ou peut-être même des premières générations d'immigrés, qui étaient déjà plus proches de leurs aînés, plus proches de l'histoire de leurs parents, de comment ils ont fait pour venir en France, de comment ils ont galéré, de tous les obstacles linguistiques, économiques, géographiques, sociaux, auxquels ils font face. Je pense que quand tu grandis avec ça, tu peux pas fermer les yeux, parce que c'est ta réalité, parce que la réalité de tes parents, elle te touche toi-même en fait. Sont les juges des procès d'intention, fournisseurs d'intox au kilogramme, de l'amalgame, terrorisme. La pop est plus bien désengagée. Après, je dis pas tous les rappeurs. Un mec comme Freeze, il reste engagé. Il reste engagé. Il y en a. Il y a tous les anciens toujours là, Kerry, Medine, etc. Mais tu prends la nouvelle scène. Après, il n'y a pas tout le monde, tu vois, mais je vois beaucoup, ça va en profondeur rapide. Alors, ça part toujours d'inégalité sociale. Ça, par contre, ça, c'est le truc sur quoi je pense que ça ne bougera pas. Et encore, c'est beaucoup moins qu'avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un glow down sur l'engagement social, politique dans la musique rap. Ça, par rapport à il y a 20 ans. Ça, par contre, ça, c'est sûr et certain. C'est beaucoup moins engagé au global, tu vois. Mais bon, après, ce qui compte, c'est les actions. C'est qu'après, tu vois, il y a plus de gens, tu vois, Rebeu, Renoir, peu importe, tu vois, d'autres origines que françaises qui s'engagent plus dans des trucs un peu politiques, tu vois avec Rima et d'autres personnes. Donc ça, par contre, c'est cool. Il y a des choses aussi qui évoluent dans le bon sens. Là où avant, politiquement, bah, tu voyais que des gens... en tout cas, moi, je me sentais représenté par personne, tu vois. Vraiment, hein. Donc déjà, ce truc social, de parler des conditions de vie dans les quartiers, de parler des réfugiés qui sont dehors, de parler des sans-papiers, de parler de la prostitution, des meurtres dans les cités, ça, c'était limite obligatoire parce que c'était la vie de ces jeunes-là. Donc, quand il y a l'extrême droite au second tour, j'ai l'impression que cette conscientisation, elle est beaucoup plus logique, beaucoup plus quotidienne, d'associations aussi dans les quartiers, qui font que les plus âgés parlent aux jeunes. On parle aussi en fait dès les années 80, que ce soit la marche pour l'égalité, etc. Je pense que c'est une génération en fait qui fait ça. C'est pas juste qu'ils sont plus intelligents ou voilà. Je pense qu'il faut pas oublier ça. Personne calme quand Sarko ouvre la bouche, quand pour sauver le monde, bouche en fil sa cape rouge. La Coupe du Monde de rugby, elle se passe en France, et c'est à la bien qu'ils mettent dans les vestiaires ou dedans. Je suis sans pitié avec Sarko. Sarko est président. Sarko rentre dans les vestiaires, fait à la bien avec tout le monde, alors que je critique. Mais à cette époque-là, quand j'écoute l'album de James, les gens, à l'époque, je m'en rappelle, parce qu'aujourd'hui, les gens ils aiment bien dire « Ah, James, elle nous manque. Ah, James, c'était elle la rappeuse. » À l'époque, les gens, ils lui jetaient des pierres. Merci, 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 merci de dire les termes. C'est ultra vrai. C'est ultra vrai.
c'était, je pense, l'artiste tout court la plus critiquée dans le game. Et quand je vois le nombre de suceurs à dire qu'elle nous manque, alors c'est soit t'as jamais connu Jams, ou soit tu faisais partie peut-être des gens qui l'a critiqué, ou après sinon t'étais un vrai fan. Mais par contre, c'est ultra vrai comment elle était pointée du doigt, parce qu'il l'a traitée comme une meuf qui était vendue, parce qu'elle faisait des sons commerciaux de baiser, alors que t'écoutais le fond de l'album, c'était un album de messages, tu vois, il y avait, bon, bref, vous connaissez les titres, je pense. Mais ça, c'est dinguerie, la réécriture. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et j'ai vu un retournement, parce que, attention, quand elle part, tout le monde est content au début. Hein. Si t'enlèves sa fanbase solide, tout le monde est content. C'est en mode, ah, c'est bon, elle va arrêter de nous casser les couilles avec ses sons pour bébé, etc., etc. Merci de le dire, parce que quand j'en parle, on me prend pour un fou. Donc, merci. Ah, Jam, c'était elle, la rappeuse, nanana. À l'époque, les gens, ils lui jetaient des pierres, hein, alors que c'était... Il y avait des vidéos où ça lui jetait des trucs sur scène. Ça existait, ça existe. Une meuf, t'es là, elle rappe, elle fait son truc, elle fait son show, elle est payée. Il y a du monde, ça lui jetait des trucs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent au premier rang. C'est-à-dire que, je sais pas si tu vois la folie, tu vois au premier rang, alors qu'il y avait des affolés, tu vois, de Jams, pour jeter des bails. C'est trop une dinguerie. Une des artistes les plus engagées. Quand tu écoutes Ma France à moi, quand tu écoutes même la boulette, tu écoutes ce qu'elle dit. Il y a comme un goût de... ouais, c'est vrai. Ça parle de la société, les problèmes de la société. Un rappeur devait être engagé. Nous on vient d'une époque où le rap quasiment dans sa définition, très vite derrière, tu vas avoir le message, le fond et la forme, et le fond devait être particulièrement chargé en analyse sociologique quelque part, puisque même si c'est brut de décoffrage, c'est une analyse sociologique. Je crois que ça, pour le coup, ça doit être retrouvable. Et le morceau de Cynic s'appelait J'en place une, je crois. Sarkozy me cherche sans doute parce que c'est moi qui ai pointé sa pute de merde. C'est vraiment des trucs. Wesh. Ok, effectivement sur un album. Wesh. Qui va être promu via des chaînes de télé, parce que lui du coup il pouvait accéder à certains plateaux et tout. Ouais, c'est très compliqué de pas se faire attaquer en justice. Par contre, sur un petit truc comme ça, tu peux la glisser. Il y avait Les Queues de la haine, volume 1, 2 et 3 de En Falche, donc l'équipe de Kazé, Cherio, B. James, Navi, Prodige, etc. Assez proche de La Rumeur. Alors eux, entre les insultes sur les keufs, les politiques, Skyrock, les autres rappeurs, enfin, il y avait absolument tout qui y passait. Tu testes, c'est la bataille comme dans son boucaille. Je comprends pas pourquoi les M6 prennent la haine. C'est quand même pas de ma faute si leur rap fait de la peine. Reviens me voir quand on rap fait de la scène. Et dans ce contexte de renforcement des discours fascistes et racistes, les rappeurs se trouvent en première ligne. Alors que les modalités mêmes d'engagement dans le rap semblent se recomposer avec des changements entre la forme et le fond, les années 2000 semblent marquées par une forte politisation des textes. Cela prend évidemment de nom. Et d'ailleurs, sur Kenya Arcana, je trouvais ça très drôle que l'un des titres les plus commerciaux qui a le plus tourné, elle amène un mec au refrain. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit, putain, c'est une raclée, mais elle fait le même système que les autres, mais à l'envers, tu vois. Et j'ai trouvé ça très drôle. Nombreuses formes, depuis les attaques visées quasi systématiques contre Sarkozy et son gouvernement, jusqu'à des réflexions plus larges sur l'état global de la société, et particulièrement de ses marges les plus discriminées. C'est l'âge des insultes, jamais gratuites, des brûlots anti-police et prison, mais aussi des procès et de la répression active contre le rap. Procès, c'était échoué, c'était La Rumeur. La Rumeur, quand je vois à la télé La Rumeur, on parle de eux à cause des procès, je suis là, je me dis, mais c'est du n'importe quoi. Mais ouais, ça veut dire que sinon, vous parlez pas de leur texte, vous n'allez pas rechercher. Et en plus, ce qu'ils disent par rapport à ce que d'autres artistes de l'époque, de variété, où tu écoutais Brassens, où tu écoutais Renaud, je me disais, en fait, il y avait un réel problème identitaire derrière. C'est qui chante. En fait, c'est qui fait du rap? C'est les mecs de quartier. C'est des enfants d'immigrés. C'était ça la problématique. Donc, du coup, quand j'ai vu après Sniper, c'était pas les plus méchants. Ils nous traitent d'anti-flics, ils s'en plaignent à leur hiérarchie. Menés par le bout du nez, manipulés par des fous. V'là qu'une députée s'en mêle pour faire une pierre de coups. Tombée dans un piège à loup, tendue par l'extrême droite. Elle aurait pu s'en écarter, mais n'a pu se ronger la part.
Putain, ça c'était réel, hein, les gars. Vers Boulogne, match de Paris, mon père, paix à son âme, voulait pas que je sorte le soir parce que, bref, pour ceux qui savent pas, moi je suis de parents divorcés, donc j'étais entre Aulnay et le 16e arrondissement de Paris. Et en fait, il habitait Porte-Saint-Cloud et moi le week-end j'étais chez mon père. Et en fait, il voulait pas que je sorte le soir parce que le soir, il y a Paris qui joue et il y avait malheureusement un groupe de supporters qui était connu pour avoir beaucoup de fachos. Veste en cuir, tatouage, crâne rasé, vraiment le cliché. Et c'est vrai, tu vois, il y en avait, j'en avais vu à l'époque. Et c'était notre quotidien de courir. c'est vrai, hein, ça par contre, là je vous parle d'une époque, c'est très réel. Et donc là, quand j'ai vu ça, je fais putain, ça m'a rappelé un truc. Ah ouais, t'étais entre le grec et le caviar. Ah, c'est sûr que c'est peut-être aussi ce qui fait c'est ce qui fait moi, hein, je pense. Hein. C'est ce qui fait moi, hein. C'est-à-dire un petit trou du cul, mais qui sait plus ou moins s'adapter dans tous les environnements, quoi. Mais ouais, hein. Mais je regrette pas. Hein. Enfin, je regrette pas. De toute façon, je suis comme ça. Mais c'était cool. Alors, pour résumer ce qui s'est passé rapidement et clairement, ça part du morceau La France. C'est un morceau qui est sur le premier album. Et en 2003, album Gravé dans la roche qui sort. Il y a une tournée qui est calée. Et on doit aller jouer en Lorraine. Je sais plus dans quelle ville. Et à ce moment-là... c'est Nadine Morano, je sais plus si elle est maire d'une ville ou je sais pas, mais bon, à l'Assemblée nationale, elle fait une intervention 2 semaines avant qu'on doive venir jouer dans sa circonscription. Elle interpelle Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque. On lui dit... il était cuisinier. Disant, oui, il y a un groupe qui vient jouer dans ma circonscription. Enfin, je sais pas si c'est important pour toi, mais je te le dis, quoi. Voilà les propos qui tiennent, elle lit un bout de texte, etc. Et Nicolas Sarkozy, sans même creuser tout de suite, du tac au tac, voilà, je les attaquerai en justice, etc. Ce qu'il a fait. Afin de mieux nous abattre, nous sommes forcés de nous défendre pour pas finir à l'abattoir, de répondre à ces accusations qui sont difficiles. Et on a découvert par la suite qu'en fait, Nadine Morano, elle lui a dit ça. En fait, ce truc-là, elle le tient de groupuscules d'extrême droite qui envoyaient des courriers, qui harcelaient toutes les salles de concert et toutes les villes où on devait passer pendant cette tournée. Donc elle a récupéré une info de tract qui venait d'eux, etc. Et voilà, c'est de là que c'est parti. Putain, ils sont engagés, hein, parce qu'aujourd'hui, tu fais un trait de Twitter, c'est fini. Là, carrément, ça envoie des courriers dans les salles de concert. Putain, franchement, les racistes, ils sont engagés. Hein. Faut être fou. Hein. Faut vraiment être au chômage et être fou. C'est relou parce qu'on a plein de dates qui sont annulées. Du coup, à l'époque, quasiment, c'est pas quasiment, c'est toutes les villes où c'est mairie UMP, notre concert annulé. On fait plus la tournée des tribunaux que des salles de concert. C'est-à-dire un coup, un procès à Rouen, un coup c'est à Lille. C'est quoi ces effets de swoosh qu'il a mis le monteur? Pourquoi il est con comme ça? Vous avez capté pourquoi il a mis des effets de con? Des salles... Ouais, on est dans une vidéo de Michou, là. De concert. C'est-à-dire un coup, un procès à Rouen, un coup c'est à Lille, un coup c'est là-bas. Voilà. Période où normalement, ça devait archi bien se passer parce qu'on est sur notre album qui fonctionne le mieux. Alors qu'il n'y a aucun affichage. Voilà, l'effet, il est... En plus, tu montes, toi. Wesh, c'est une dinguerie. Mais ça, par contre, j'aurais jamais capté ça il y a 2 ans parce que je m'en bats les couilles, je faisais pas de vidéo. Une tournée quasiment complètement annulée. On tombe dessus tout simplement parce que on est gros. On passe en boucle à la radio. On est 10 de platine. Franchement, à cette période-là, on est... période du Rire aux larmes gravé dans la roche, on est au top. On peut pas rêver mieux. Donc on est visible. Ouais, c'est des mecs, ils vendent autant, ils passent en boucle à la radio et en plus de ça, ils tiennent des propos comme ça. C'est tombé sur nous. Brûle, Babylone brûle. Si on avait été un petit groupe qui faisait que des street albums et qu'on apparaissait que sur des mixtapes avec ces propos-là, ils nous auraient jamais eu. On serait passé sous les radars, évidemment. Traversé que nous, quoi. Mais bon, après, on ne demandait rien à personne non plus. Hein. Ça fait pas de mal d'avoir un peu de soutien, ça nous aurait fait plaisir, mais non, j'en ai pas le souvenir. C'était une sous-culture. Nous, on s'est battu contre vents et marées pour nous faire entendre, pour exister. Et on n'a jamais été aidés. Et encore une fois, je reviens là-dessus, je trouve qu'ils n'ont pas saisi ça à l'ancienne mairie. Après, c'est normal, hein, parce qu'ils étaient de droite et que du coup... Et aujourd'hui, et on est fiers de ça, il y a des Joule, il y a des SCH, il y a eu Psychiatre, nous on est très fiers de tout ça. Parce qu'en fait, c'est des gens, c'est des jeunes
ici de quartier qui ont réussi à s'en sortir sans avoir l'aide de qui que ce soit derrière. C'est-à-dire, on se plaint souvent qu'on ne soit pas patriote, mais qu'est-ce qu'on en sait qu'on n'est pas patriote? Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait qu'on dise oui comme des petits indigènes à ce qu'on nous pose la question, mais ça veut dire qu'on veut vraiment qu'on joue le rôle qu'on ne veut plus jouer, nous, quoi. Tu sais, il y en a qui pensent, ouais, c'est de la pub, tout ça et tout. Pour en avoir eu quelques-uns, un procès, ça coûte 20 000 € parce que tu as le dédommagement, tu as les avocats, tu as plein de choses à payer. C'est à peu près 20 balles. C'est pas drôle. Après de ce que tu prends, si t'es relaxé, etc. Mais si tu es condamné, ça coûte cher. La justice, de manière générale, coûte cher. Et ça te prend de l'énergie. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer de concert à Marseille, de rentrer en urgence parce que le lendemain, je devais être à 9h au tribunal à Paris. Et tu vois, c'est tout un micmac. Tu prends l'avion de 7h, machin, t'atterris, taxi. C'est casse-couille. C'est chiant. En vrai, c'est contraignant. Et c'est aussi fait pour ça, les procès. Quand les mecs, ils te le font, c'est aussi pour t'emmerder. Tu vois? Et une fois, ça va, 2 fois, mais quand tu passes ta vie à donner 20 balles, à donner... En fait, je pense que ça dépend qui t'es. Je pense que ça dépend aussi de ton niveau de buzz. C'est-à-dire que quand t'es cynique et que t'es en procès, quand t'es en plein boom, en effet, ça te coûte juste de l'oseille, ça te casse les couilles. Par contre, je pense que quand t'es pas en haut des charts, quoi qu'il arrive, ça t'amène une lumière, donc il y a un côté un peu positif, parce que quoi qu'il arrive, le peuple sera de ton côté. Exemple, Youssoupha parle qui donnerait une rançon, il s'est cru dans One Piece, à celui qui prendrait la tête d'Éric Zemmour. En vrai, il y a eu procès, etc. Mais à ce moment-là, Youssoupha, il y a un truc où les gens se disent, bah, tu vois, il lui donne raison. Bah, il dit ce qu'il veut, et bon, c'est une métaphore, il pense pas vraiment ce qu'il dit, etc. Donc, voilà. T'as déjà eu un bail de procès comme ça? Moi, je rappe pas, moi, frérot, quoi. J'ai un procès parce que j'ai fait quoi, parce que j'ai fait une snare, elle est un peu raciste. Frère, à quelle heure tu veux que j'ai un procès, moi? Après, est-ce que j'ai déjà taffé avec des gens qui ont eu des procès? Oui. J'ai déjà raconté 1000 fois l'anecdote sur Nekfeu, Nopassaran. Les gars, merci les gars pour ce live. Je n'étais absolument pas là pour Nopassaran, les frères. Moi, les gars, j'étais en train de dormir. Putain, tu sais que j'avais oublié cette histoire. Voilà. Non, la vérité... le truc... non, c'était le truc de Nekfeu. Le truc de Nekfeu... alors, je sais pas s'il y a eu procès, mais le truc où c'était un peu chaud à la télé, c'était Nekfeu quand il parle de Charlie Hebdo. C'était le truc où j'étais là enfin pas en première ligne, mais j'étais aux premières loges d'un truc où j'enregistre le poteau, tu vois. Et je suis là, je suis en mode, bon, ok. Bah en fait, on peut pas dire ce qu'on veut dans ce pays. Bah je le savais, mais là, je l'ai vu, tu vois. Je l'ai vraiment vu sous les yeux, quoi. Donc c'était quelque chose. Dis-moi, la donne. Je réclame un autodafé pour ces chiens. C'est toi qui as enregistré? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. donné 1005 à lui, a donné 4000 à lui, a donné 30 000 à lui. À un moment, ça fatigue. Génération, on n'avait pas peur des problèmes. On a payé le prix fort, mais on n'en avait pas peur. Mais je pense que ça en a soigné plus d'un et qu'il y en a, ils se sont dit, ah, vas-y, viens, on se prend pas la tête, c'est relou, t'as vu, il n'y a rien à gratter là-dedans. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ton rap? Voilà, c'est ça la question. Place 1 pour la rue, 2 pour le hall, 3 pour le bloc, 4, 5 pour les que mes coins c'est en tôle. 9, 10 pour les 6. T'es lourd celui-là. C'était ça. Il a dit, ouais, peut-être à un moment, Sarko, il en a eu marre de se faire insulter toutes les semaines. Mais maintenant, Freeze en Sarr, il est vraiment interdit. Ouais, je pense que ça lui casse les couilles encore. Ouais, tu dates. Ouais, ça vaut quoi, bat. Ouais, hein. Ouais, il date, hein. Ouais, je pense qu'on lui cassera les couilles à vie, hein. Il a décroché son fauteuil, il a fait, bon, frère, tu me les dégages. Il raconte quoi, Nekfeu? On l'a vu dans un restaurant japonais la semaine dernière. J'ai vu ça parce que j'ai vu ça, le truc il est sorti comme voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est sorti en mode waouh les gars, Nekfeu il est vivant, il a mangé des sushis. Je suis en mode mais c'est quoi cette anecdote de baiser? Les fans c'est vraiment des fous, hein. J'ai vu ça, j'ai fait mais c'est quoi ce truc de fou, tu vois? Ouais. Non. Parce que là, en France, ouais, je crois. C'est vrai qu'il y avait ça parce que les émissions SP de Skyrock ont fini. Eh ouais, t'as mal fait ton taf, frérot. Yanis, t'as pas partagé sur je sais plus quel média, frérot. J'ai pas envie de dire avec qui tu taffes. Frérot, t'as pas fait ton taf de retweet de trucs. Normalement, faut tweeter. Nekfeu aperçu alerte avec des gyrophares. Nekfeu aperçu en train de manger des sushis dans un restaurant parisien. Il va bien. Paraît supprimé. Ça a été encore un des grands moments où les rappeurs punchline, ouais, voilà. ont eu une épiphanie. Ils se sont dit, ah putain, en fait, Laurent Gounod, c'est pas notre pote, et Pierre Bélanger non plus. Et ouais, en fait, l'excuse qu'ils ont trouvée pour les dégager, c'était, initialement en tout cas, parce que ça a commencé par West Coast là,
West Coast là. Au passage, je tiens quand même à dire un truc, je sais que rien à voir. Les gars, sur ma dernière vidéo sur le React de PNL, d'ailleurs, c'est ma première vidéo React que je sors sur YouTube et elle fonctionne bien. Donc en vrai, j'en ferai plus souvent. Peut-être qu'il y aura certainement une rediff de celle-là. J'ai vu, il y a plein les commentaires. Les gars, c'est un signe. Le vent est bon. Si Naskid il a sorti une rediff, c'est qu'il a des infos. C'est quand même un mec qui connaît. Il est pote avec les ingés. Ma bite, je connais rien du tout, je sais rien du tout, je suis pas du tout au courant. Le vent est bon certainement. Je suis pas au courant les gars d'un retour de PNL, hein. J'en sais rien les gars. L'excuse c'était qu'ils avaient reçu une plainte pour incitation à la haine raciale ou je sais pas quoi. Sauf que Nasser, tu aimerais quoi comme cadeau d'anniversaire les gars si Alors on parle de physique ou pas physique? Donc ça aurait été du racisme anti-blanc. Sauf que le groupe s'appelait Les Salles Blancs, en fait. C'est un groupe qui existe, tu vois, qui est entre le 9-4 et le 9-5, et donc ils font plutôt du rap ambiance West Coast. Donc t'as le Foulala, Seno, enfin ils sont pleins. Tug, Babtou, GG, enfin ils ont tous des noms géniaux en plus. Et donc les mecs disent mais attendez, c'est-à-dire que c'est le nom du groupe en fait, c'est pas une insulte. Et c'est pas genre des groupes, je sais pas, genre 4 noirs qui détestent tellement les blancs qui se sont appelés les sales blancs, tu vois. Non, c'est un truc d'autodérision et tout. Mais voilà, non, j'ai déjà une PS5. Et je sais plus qui avait dit aux autres, ouais, faites gaffe, parce qu'en fait, c'est sûr que ça va être vous les prochains, en fait. L'idée qui dit pas. Donkey Kong, le jeu sur Nintendo Switch 2. Allez hop, je voulais y jouer, je l'ai pas encore pris. Ce serait bien. Parfois que les émissions spé, elles ont été supprimées à cause d'une volonté politique, tu nous dis que c'est pas du tout ça, quoi. Toi, c'était vraiment... Non. Mission Spé, elles ont été supprimées parce que parce qu'à un moment donné, ça tournait un peu en rond. Je trouvais qu'il y a certaines émissions qui tournent en rond. D'ailleurs, on en a gardé une. Je te rappelle. Cut Killer, à un moment donné, est toujours là, le samedi soir. Tu parlais de la nocturne, on parlait de Planète Rap, il faut pas oublier Cut Killer, il est là le samedi soir. Mais je trouve qu'il y en a certaines qui tournent en rond. D'ailleurs, elles n'ont pas réexisté ailleurs. Tu prends pas... Pour moi, la réalité de pourquoi les émissions spé ont été un peu éteintes, parce que les émissions spé, c'était trop tard. C'était le dimanche, tard de ouf, c'était après D-Fool. Moi, j'aurais plus voté pour la suppression de D-Fool avec tout le respect. Et c'est des gens qui ont un peu bercé l'enfance de beaucoup de gens. C'était cool, mais frérot, au bout d'un moment, D-Fool, 53 ans, qui parle du problème du mois toutes les semaines. Et une fois sur deux, c'est du cul. Tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des vrais problèmes dans la vie. Donc, je pense aussi que ils ont favorisé certaines émissions à d'autres, quoi. Juste une excuse comme ça qui est complètement pétée. Juste par hasard, c'est pas juste un malentendu. Donc effectivement, l'année d'après ou quelques mois après, les émissions spé de Sky ont toutes été ça existe encore, supprimées. Il y a eu... Ça existe encore, D-Fool d'ailleurs, vraiment. Un morceau collectif après on aimait pour ça, rendre putain. hommage, vous demandez le retour de couvre-feu. Mon bras se pèse, big up à couvre-feu, débouger les psésales, des crochettes à la répression et au viol des libertés. Tu fais pas d'émission, la France va changer la... Alors, Couvre-feu, Bomb Rush, c'était un truc de FBI Show, c'était un truc US avec DJ Spank de tête. Total Chaos, c'est Chaos de I Am. Et Couvre-feu, Jackie Brown. Et ce Couvre-feu a réexisté derrière sur OKLM. C'est vrai que tout le reste... FBI... Après ça, il y a des émissions. C'est vrai qu'il y a des émissions spé, c'est vrai que c'était pas une grande perte. Mais Couvre-feu, vraiment, ça cassait les couilles. Pour moi, dans mes goûts à moi, Couvre-feu, ça cassait les couilles. Quand t'es dans une maison qui est pas la tienne, si le proprio il décide que maintenant tu dégages, tu dégages. Cut Killer, c'était resté justement. Alors que les difficultés économiques et les recompositions de l'industrie imposent déjà un changement d'époque pour les rappeurs, la répression politique vient ajouter une donnée nouvelle à la nouvelle vague ou à ceux qui souhaitent perdurer sans cogner dans des murs. Et petit à petit, si tout fond politique ne disparaît évidemment pas, la forme change. Un engagement politique. Les politiques, quand ils entendaient du rap engagé, ça leur faisait peur parce qu'ils disaient qu'on poussait à la violence ou à la haine ou à des trucs comme ça, on poussait à des émeutes. Alors que non, justement, les mecs qui étaient engagés avaient envie de dénoncer, mais justement, et c'est là où il y a eu après le basculement dans le rap, justement. C'est que les rappeurs, ils ont vu que dénoncer, ça payait pas. Et finalement, ça se chemine vers un chemin où on facilite un peu, on allège un peu le texte, on va vers des choses un peu plus faciles, un peu plus écoutables, on va dire, à l'oreille de la grande majorité des auditeurs, mais sinon, si on regarde bien, c'est ce qui a dénaturé, c'est ce côté où après, justement, ça faisait peur. Les mots des rappeurs, certains mots comme les mots des textes. Merci Turbulence, merci mon frère. Ça pouvait pousser à des révoltes. Parce que ça... Mais la tête d'homme que j'ai que des pseudos de repris de justice, la tête d'homme. On dirait un stage de récupération de points. Turbulence vif.
Éveiller des consciences. Et quand Oh, tu éveilles des putain de consciences, merde. c'est pas intéressant pour la société. Si on te demande d'où tu viens, dis-leur, te casse. Je porte le drapeau des miens qui viennent des quartiers nord de Mars, favelas. Troisième œil, connu à Marseille, ouais. Juliette Oscar, comme Faf, trop de rage et la Troisième œil, c'est à Marseille, non? Ou je dis de la merde? passe, qui parle de vie de rêve. Non, je crois que c'est Carré Rouge, Marseille, je suis en ouf. Plutôt une vie de crève, on aimerait tous. Ah ouais. Ben, on le déplore quelque part. C'est pas, il n'y a pas moins d'engagement, il y a un désengagement. Vraiment. Il y en a, mais... Et c'est même pas... Moi, je pense que c'est ça, c'est les mecs qui sont à des années-lumière de ça. C'est-à-dire que ça leur effleure même pas l'esprit. Salut le Poons. Qu'ils pondent un morceau ou qu'ils émettent un avis là-dessus. Enfin, là, je généralise, attention, il y a toujours des exceptions. Et d'ailleurs, les exceptions de notre époque, elles sont qualitatives, c'est top. Mais le rap est de moins en moins. Tu vois, par exemple, je parlais de l'époque où le rap était contre Sarkozy, ou pour aller encore plus loin quand il y avait le morceau collectif là, contre le racisme. Là, il y avait un vrai combat des rappeurs. Mais là, maintenant, on se fait insulter à toutes les sauces tous les jours et ça fait réagir personne, tu vois. Quand il y a des Bouna, ils sont décédés. Je me rappelle à Marseille. À Marseille, il y avait eu un truc où on avait fait tous les rappeurs, on avait fait écrire 8 mesures. On était rentré dans un studio, on avait fait... Tout ça, ça disparaît au fur et à mesure. Pour certains, c'était des potes, et pour d'autres, des petits de la cité. Mais seulement 1 sur 3 a survécu dans l'électricité. Ça a été une réalité dure à accepter. Le 27 octobre, si des Bouna nous ont quittés. 17 ans et 15 ans, trop jeune pour partir, trop jeune pour C'est disparu. Et il y a de plus en plus de Bouna Zied, et il y a de plus en plus d'insultes de politique envers des gens de notre communauté ou des gens de banlieue au quartier pour généraliser. Le contre-feu des médias, c'est... Tiens, je te donne ça comme musique, comme ça tu te divertis, tu t'intéresses pas trop à ce qui se passe autour de toi. Moi, je suis pas contre le divertissement, mais il n'y a pas que ça. Il y a un très célèbre rappeur qui a dit quand les petits jeunes n'ont plus de repères, ils retournent la ville, l'État détourne leur garde, ça donne le 21 avril. Quand les petits jeunes n'ont plus de repères, ils retournent la ville, l'État détourne leur garde, ça donne le 21 avril 2002, la vie c'est ça. Qui d'autre? Qui d'autre qu'un des meilleurs lyricistes de ce rap français, de ce rap-jeu, de ce jeu de fou? Lino. Mon avis c'est le mien, le CSA nous charcute, j'ai toujours le mic dans la main. En fait, c'est trop facile de dire qu'ils sont pas conscientisés, mais qui allait leur expliquer la différence entre la gauche, la droite, l'extrême droite, qu'est-ce que ça va changer? Donc, oui, évidemment, quand on écoute le rap des années 2000, évidemment, Le Pen, on en parle partout, tout le monde connaît, Marine, Sarko, Gros Didier, il y a aussi les procès aussi qui ont joué sur la liberté d'expression. Aujourd'hui, on a encore quand même ces soucis de liberté d'expression, mais aujourd'hui, tu peux faire de la musique dans ta chambre, enfin voilà, c'est beaucoup moins présent. Donc oui, je pense que c'est totalement générationnel. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas dire que les jeunes sont moins engagés. On le voit on l'a vu avec les législatives, on l'a vu avec la Palestine. Ils l'écrivent juste différemment. C'est moins présent parce que c'est grave hein, ce que je vais dire, mais c'est comme si c'était un combat perdu en fait. Je suis pas fou, je suis pas le seul à dire qu'on est beaucoup moins sensibilisé à ça dans la musique. Et je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit aussi. Dans notre génération et dans cette période-là, quand on abordait ces sujets, déjà c'est parce que ça nous faisait réagir tout de suite, ça nous touchait, et on avait l'impression que, en dénonçant, en le disant, que ça allait, des idéalistes, tu vois, que ça allait changer quelque chose. J'ai l'impression que la génération d'après, c'est tellement devenu pas normal, tu vois, mais tellement récurrent que ça y est, et même l'époque elle a changé. C'est pas que le rap, tu vois, c'est tout, c'est devenu individualiste. C'est plus l'idée, c'est plus de s'en sortir, faire de l'argent. Même moi, hein, dans le rap que j'ai fait par la suite, ça m'a moins intéressé de dénoncer, tu vois, ou d'une autre manière, tu vois. De dire au détour d'une phrase, par-ci par-là, essayer de placer un truc, mais faire des pamphlets en entier sur ça, vas-y, c'est bon, on a donné. Tu vois, avec... Donnez-moi, sur les 10 dernières années, une punchline du niveau de Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, d'un point de vue engagement social, politique, tout ce que vous voulez, social à la limite. Est-ce que vous en avez? Parce que je serais très surpris. Et en vrai, je pense qu'il doit peut-être en avoir, pas beaucoup. Et je parle évidemment de titres à succès. Donc si vous me sortez le titre de la plage 15 de la mixtape de Medine, alors oui, Medine doit en avoir plein, mais je parle vraiment d'artistes, voilà. Ramener la coupe à la maison, oui, c'est vrai que socialement, c'est très très fort, tu vois. Voilà, c'est très...
c'est beaucoup de punchlines d'ego trip. Au pays du bleu, blanc, rouge, j'arrive en noir, c'est un handicap. De Nino, mais tout le monde s'en tape. J'avoue, au pays du bleu, blanc, rouge, j'arrive en noir, c'est un handicap. C'est vrai que c'est beau. Kilo, peu frappe, je fume, c'est vrai. Chebé, il est en pétard. T'as capté? C'est ça en fait. On est dans un truc où c'est pas du tout. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Peut-être que je sais pas. Parce que les conditions sont pas meilleures qu'avant. Alors oui, ouais, c'est vrai, les conditions sont pas meilleures qu'avant. Donc c'est pas une histoire de oui parce que c'est peut-être un peu plus. Je sais pas. Tu l'appelles Mère Patrie, je l'appelle Damnation. Ok, c'est de qui ça? Tout ce que j'ai retenu de la Marseillaise, c'est aux armes citoyens. Ouais, mais voilà, tu vois, c'est beaucoup moins fort, je trouve. C'est alpha. Ok. Tu trouves pas qu'avant il y avait un storytelling et maintenant c'est autour de la consommation? Non, je pense que vraiment il y en a beaucoup qui s'en battent les couilles et qui sont pas du tout interpellés par ce qui se passe en dehors de leur petit nombril, tu vois. Je peux pas leur en vouloir parce que chacun doit avoir à midi à sa porte. Mais c'est important que quand tu fais de la musique, je trouve que quand tu es interprète, c'est un message que tu donnes. Et les messages personnels de chant soirée, je suis rapta, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ok, tu vois. Mais tu vas pas toucher plus que ça des gens, tu vois, au-delà de ce truc-là d'ambiance, quoi. C'est un peu dommage. Et je trouve que c'est possible de faire des hits avec du sens. Ou au moins en mettre un peu. Et je vais te donner un exemple. À l'époque, Diams, qui était très décrié pour justement son côté très commercial, etc., bah, ce qui s'est passé, c'est que dans La Boulette, il y a quand même beaucoup de punchlines, en vrai. Très politique, très social, etc. Et pourtant, c'est un morceau qui est ultra ouvert, qui est très, voilà, quoi, qui est commercial. Enfin, tu vois, c'est un vrai hit. Et pourtant, il y a du sens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est juste que la réelle raison, je pense que les rappeurs, il y a des rappeurs qui aimeraient bien, mais ils sont peut-être pas assez bien éduqués par rapport à ça. Ils sont pas assez bien informés vis-à-vis de ça. Voilà. TH est un vrai rappeur conscient de baiser. C'est vrai, mais TH, moi, je parle vraiment à grande échelle. Alors, je lui souhaite d'ailleurs d'être encore à plus grande échelle, et je pense qu'il est capable. Et ce que ça lui permettra justement de vraiment de mieux transmettre le message. Mais c'est une triste réalité. Tout ce qui se passe, notamment au niveau du Rassemblement national, il y a eu une actualité autour enfin, il y a un racisme qui s'est développé en France. Ça devrait être une source d'inspiration énorme pour les rappeurs d'aujourd'hui, les mecs tout le temps. Alors, je le dis encore une fois, peut-être qu'il y en a que j'oublie. Et d'ailleurs, dites-moi toujours quelle punchline des 10 dernières années est aussi puissante que Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, ou au moins qui peut être à la même table. D'artistes évidemment qu'on connaît, identifiés, quoi. Parce que là, c'est sûr que c'est pas le cas de tout le monde. Les rappeurs sont plutôt engagés dans les événements, mais pas autant dans leurs textes. Je suis pas encore d'accord. À l'époque, il y avait des vrais engagements de fou. C'est juste qu'il y avait beaucoup de choses dans l'ombre. En haut, c'est à eux de prendre ce relais. On avait vraiment, entre guillemets, une conscience politique plutôt de gauche, où forcément, on était là et on prenait parti pour les nôtres, où pour nous, c'était important d'en parler sans faire des meetings. Moi, j'aime pas le rap meeting, tu vois, le rap truc politique qui casse les couilles à tout le monde, c'est chiant ça, tu vois. Mais par contre, de temps en temps, par petites touches, bah Sarko, il a voulu. Necfeu, la flamme du FN sur le mur et ma jeunesse qui se consume hurle. Ok. Faut qu'on les brûle pour qu'ils finissent dans une urne. Faut-il qu'on les brûle? Ah ok. Ouais, c'est vrai. Si la police te tue, c'est parce que t'as eu un baignoire. Ah ouais, il a dit ça. Nous mener la vie dure. Bah, nous, notre manière, c'est quoi? Tu veux nous rentrer dedans, on va te rentrer dedans. L'Occident, tu l'Afrique. Le pen veut pas que je baisse la petite. Et aujourd'hui, t'as... Ah wesh, on parle de punchline. T'es-moi la phrase de baiser qu'il a dit juste après. C'est trop une dinguerie. Bah, nous, notre manière, c'est quoi? Tu veux nous rentrer dedans, on va te rentrer dedans. Calage Crimi. L'Occident, tu l'Afrique. Le pen veut pas que je baisse la petite. Et aujourd'hui, t'as, je pense, énormément de fachos. Puis, bah voilà, tu l'as eu ta punchline, connard. Qui écoutent du rap, qui s'enjaillent sur tel truc, qui reprennent les codes du rap et compagnie. Ce qui était enfin, beaucoup moins évident avant. Et l'engagement est beaucoup moins chevillé au corps du rappeur d'aujourd'hui. Moi, j'ai jamais fait grief à quelqu'un de ne pas être engagé. Par contre, ne pas avoir de stratégie, pour moi, c'est idiot. Ce soir, je suis fâché, je fais du sang anti-facho. Un salon de l'huile, à Fleury, prison pourrie. Même le Front National, la fachosphère ont récupéré notre truc. Je vois des rappeurs d'extrême droite faire du rap et dire des trucs, et moi, je suis là, je dis, ah, mais on en est arrivé là. Le fait qu'ils se servent d'une culture afro-américaine. Ouais, c'est vrai.
Ils ont toujours rejeté. Pour prendre ces codes-là et toucher des jeunes qui eux-mêmes vont écouter Nekfeu et voter extrême droite après, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est un truc, ça m'échappe complètement. Aujourd'hui, c'est important de faire attention et de revenir à la base. Le Front National, c'est le Front National. Faut pas oublier. Faut pas oublier, il y a des gens, ils sont morts, assassinés à l'époque par des gens du Front National. Je dis pas c'est Jean-Marie Le Pen, je dis pas c'est Marine Le Pen qui a pris le flingue, je dis pas tout ça, mais c'est des gens avec ces idées-là. Donc on ne peut pas tout mélanger. Aix-en-Provence, au procès des colleurs d'affiches. Il a tellement évité le procès en une phrase. Qu'est-ce qu'il est bon, Sopran Baba. Quel boss. Du Front National, meurtrier présumé d'un jeune comorien de Marseille. Le rap, c'est tellement devenu la musique numéro 1 et la plus écoutée. Et quand t'es la musique la plus écoutée, et que t'es la musique numéro 1 et la plus populaire, c'est sûr qu'il n'y a pas que des gens bien qui vont écouter cette musique ou qui vont s'y intéresser. Elle est ministre de la Culture. Elle est obligée de s'intéresser au rap. Elle est obligée de s'incruster dans un truc de rap. Il faut que nous, on l'écrive, l'histoire. On a laissé les autres l'écrire. Maintenant, il faut reprendre un peu la plume, dire, on écrit, on est contre le Front National, on est contre le racisme. Par contre, faut le dire aussi, nanani nanana, on est contre toute discrimination, pas que raciale, toute discrimination, faut le dire. D'un coup, on est là en train de, on va dire, on est contre le racisme. 3 secondes après, il y a des gens, ils vont dire des phrases homophobes. Frère, c'est pas cohérent. Mais alors que tout semble avoir changé, dans le fond et la forme, dans l'industrie comme dans l'esthétique, que reste-t-il des années 2000 ? On parle souvent de l'âge mythique des années 90, et en contrepoint, on fait de la décennie suivante une forme d'âge sombre, réduit à des mix douteux, et du rap de rue uniforme, et que tout cela, à quelques rois sans couronne près, n'aurait laissé aucune trace dans le rap qui a suivi. C'est tellement vrai. La musique aussi, des fois, c'est des timings. Nesbill serait né en 2015, il n'aurait pas eu la même carrière. Parce que le streaming, parce que artiste super aimé d'époque, etc. Ce serait pas la même carrière. Et c'est vrai que 2000, à un moment donné, ça parlait de la fin de l'industrie musicale, disque, enfin le rap, même musical tout court. C'était très compliqué cette époque. Surtout dans le rap, parce que c'était peut-être le style qui bénéficiait moins, évidemment, du système. Ça a toujours été le cas, mais à l'époque, c'était pire parce que ça vendait pas tant que ça en plus, tu vois. Et heureusement, le streaming, et aussi un renouveau musical où j'ai l'impression qu'on... Je sais pas, il y a eu un truc où la musique, c'était mieux. Certes, le changement d'époque a été brutal et laisse une forme d'amertume chez certains artistes, mais à y regarder de plus près, c'est les bases installées par cette génération qui ont permis tout ce qui a... La vraie vérité, je pense Nesbill pète en 2015, personne ne l'écoute. Non, dans le sens où Nesbill a la même fanbase en 2015 qu'à ses débuts, avec le type de consommation, il pète vraiment, il fait des disques d'or, etc. C'est là ça ce que je voulais dire, parce qu'à l'époque, tu pouvais être extrêmement écouté, tu ne marchais pas. Je vais vous donner un exemple. À chaque jour suffit sa peine de Nesbill n'est pas single or. Ou en tout cas, peut-être que là, il l'est 15 ans plus tard, mais il l'est pas sur l'exploitation. Ce qui, à l'époque de 2015, s'il sort et qui marche de la même manière, c'est un diamant ou un platine minimum. C'est dans ce sens-là où je veux en venir. Donc oui, la musique, c'est du timing également, tu vois. Et surtout avec TikTok, là, c'est encore pire. Transmission ? Ah ouais, ça a transmis quoi ? Moi, j'aime bien être comme ça parce que des fois, il y a des gens, ils idéalisent une période alors que c'est faux. Cette période-là, l'écriture, elle a augmenté d'un cran parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés avec une manière d'écrire plus imagée, avec des rimes sur plusieurs syllabes, etc. Alors que ça existait très peu avant les années 2000. Il y en avait qui le faisaient, mais pas de manière aussi poussée. Et même moi, c'est un truc qui m'a perturbé parce que quand j'entendais tous ces mecs-là arriver, là, pas continuer à rapper sans incorporer ça... c'est dans une manière plus poussée. Et les prods aussi, pareil. Le texte va être moins important et où, du coup, en fait, tout de suite, avant même que je m'en rende compte par les chiffres, etc., je me rends compte que je vais plus être, entre guillemets, dans le coup en termes artistiques parce que ma plus grande force n'est plus ce que les gens recherchent. Je te parle de Section d'Assaut, c'est parce que c'est un vrai virage dans le rap. C'est l'arrivée des refrains de Maître Gims. C'est 2009, 2010, c'est l'autotune. Tu vois, il y a une espèce de virage comme ça, plus chanté, plus autotuné, avec des couplets moins longs, etc., que moi, à titre personnel, j'ai du mal à capter, qui me plaît pas forcément, j'ai pas envie de me mettre dans ce truc-là, mais j'aurais eu l'impression de me trahir. Et j'aurais eu l'impression de trafiquer quelque chose, de pas être honnête avec le public. Moi, je voulais vraiment rester dans mon délire. Tant que mon délire plaisait aux gens et que c'était ce que les gens recherchaient, on faisait des scores monstrueux. Là, je me rends compte que ça va être un petit peu plus compliqué parce que la mode a changé et que le piano, texte, triste, etc., rap de rue, tout ça, c'est plus vraiment ce que les gens recherchent.
Après, le rap évolue, hein, donc faut aussi l'accepter. Mais à titre personnel, ouais, je me dis, ouais, ça va être moins drôle. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de... Bon, ça, on en a déjà parlé. Évidemment, vrai game changer quand ça arrive. Le symbole du renouveau et de la renaissance du rap français en France. Mais je l'ai déjà dit 1000 fois, il y a eu un milliard TikTok qui est sorti où j'en parle et où tout le monde est globalement d'accord. Oui, voilà, oui, c'est réel. Quand tu regardes les albums qui sont sortis à la même période que moi, Nesbill, Tandem, Jams, Cynic, Youssoupha, Sniper, tout était mélancolique. C'était la période. C'est pour ça aussi que c'est peut-être pas l'âge d'or, je sais pas. Mais c'était la génération, c'était l'époque qui était comme ça. Après, on a les caractères qui font que chacun a vécu... la dernière fois, je suis tombé sur une interview de Cynic, et moi, je me rappelle, on avait fait une couve à cette époque-là, Groove, ou je crois que c'est Groove, ou l'affiche, non, c'est Groove. On avait fait une affiche, il y avait moi, Kenny Arcana, Nesbill, Cynic et Tandem. On avait fait une affiche et c'était... Mais c'est La Fouine! Mais c'est La Fouine au milieu! Putain, je l'avais pas reconnu! Putain, La Fouine. La Fouine sous 40 kills, c'était fort aussi. Style l'avenir du rap français. Et je me rappelle, Cynic, il était en permission, il sortait de prison. Tu vois ce que je veux te dire? Tout le monde, Tandem, il sortait aussi de prison. Nesbill, il était dans ses marasmes. Tu écoutes l'album. Moi, j'étais dans mes marasmes. Kenny, il était dans ses marasmes. Jams aussi. Donc, je pense merci Zodji, merci mon frère. Avec du recul aujourd'hui, je te dis, c'était pas moi qui étais le dépressif. C'était tout le rap français à cette époque. À l'époque, le rap, ça rigole pas. Tu vois et un truc qui est bien dans la génération d'aujourd'hui, c'est que ça a un peu allégé le truc, tu vois. Donc j'arrive à trouver du bon et même du meilleur dans cette génération comparé à nous. C'est que nous, on était enfermés dans cette noirceur. Les albums, tu sais, avec mon producteur, on avait un jeu, on appelait ça Suicide FM. C'est-à-dire, je faisais écouter un son, il me disait « Ah, Suicide FM ». Tu vois, tout le temps, « Ah, Suicide FM ». Pourquoi? Parce que le son, vas-y, il est mortel. Mais putain, qu'est-ce qu'il est sombre. Là, il donne envie aux gens de se flinguer, le truc, tu vois. Donc à un moment, il fallait doser un petit peu le truc. Et c'est vrai, et là, je suis d'accord avec toi et avec Sopra, qu'à cette époque, et je vois très bien de quelle couverture, de quel cover il parle, à cette époque, on est enfermé dans cette noirceur. Trop. Et ce que je pense aussi, c'est qu'il y a des albums qui sont devenus des focus aujourd'hui, type certains projets de Salif ou de Nubi, parce que ça a été écouté par certains rappeurs qui les ont beaucoup cités. Tu vois, Salif a été extrêmement cité, name droppé par des artistes type Nekfeu, Alpha One, ou même, tu vois, les Sages Pau, c'était pareil, ça faisait vraiment partie des références qui étaient extrêmement évoquées. Et donc, du coup, ça a remis un peu de lumière sur ces artistes, en tout cas pour des gens qui peut-être n'avaient pas grandi en écoutant ça ou ne connaissaient pas du tout. En vrai, ça s'est fait. Parce que tu n'as pas besoin que Troisième œil te dise d'aller puiser dans ce qu'ils ont fait. Tu n'as pas besoin que FF te le dise. Tu n'as pas besoin que IAM te le dise, etc. C'est toi, ta gamberge, tu vas aller faire des recherches, tu vas écouter, machin. Vite de boule, ouais, ou un jour, tu as la chance d'avoir un grand frère qui a écouté, qui va te dire ouais, tu vois ce que tu écoutes là? Va plutôt voir par là. Tu vas écouter, tu verras, il y a peut-être quelque chose qui va t'aider. Alors, moi, je pense que les années 2000, surtout pour la génération actuelle, c'est un puissant fond d'inspiration parce que justement, c'était pas tant marqué. Bien sûr, il y a toujours des superstars et des mecs qui cartonnent et compagnie, mais tu as une effervescence multi-genre quelque part qui... Il y a tout un truc tout un lien entre une partie du rock, de l'électro, du rap et compagnie qui crée une certaine émulation hyper intéressante et de toute façon qu'on voit aussi fleurir aujourd'hui sans même que certains jeunes sachent que ces vibes-là viennent de ce moment-là. Et que quand on schématise justement cette période, cette décennie, c'est soit ceux qui ont pété le score, qui ont fait des disques de platine, etc. Et ceux, les pauvres qui n'ont pas eu ce succès-là. Mais en fait, au milieu, il y a une scène incroyable, indépendante, qui a apporté aussi une nouvelle façon de rimer, une nouvelle façon d'écrire, dont les albums sont aussi
je dirais, l'empreinte, l'image, la photographie à un instant T d'une période. Ah, je pense à IFI, bon, parisienne et Île-de-France, voilà. Je pense à IFI, je pense à Nubi, je pense à Flint, je pense à Grencaf, je pense à tous ces mecs-là qui ont sorti des albums vraiment très forts. Pour moi, c'est la meilleure des décennies. Garde un bon contact avec l'équipe. Et s'il n'y a pas tapé tes flics, pas de bac avec les flics. Tu parles avec des types qui crèvent la dalle, arrête tes tripes. On parle mal même quand on chatte avec des bitches. Moi, pourquoi j'aime beaucoup Zamdan, Chief ou même Danil, tu vois? Pourquoi je les aime beaucoup? Parce que à l'époque, par exemple, j'entends Zamdan dans les années début 2000, les gens ils vont dire c'est du rail. Ils vont dire il chante, il rappe pas. Avec le piano et tout, ils vont dire c'est un morceau... Cheb Hasni à l'époque où il n'aurait pas vu urbain. Mais un mec comme Zamdan, il a grandi avec tous ces trucs-là au Tif. Quand Tif me parle et qu'il me dit qu'il était dans les concerts de 113 ou de moi à l'époque en Algérie et qu'aujourd'hui tu vois son style de musique hybride où il a mélangé la musique orientale, le rap, le chant et tout ça, et que je les vois évoluer et cartonner, je me dis putain, on a réussi. On a réussi. On a réussi, on a cassé des trucs. Aujourd'hui, les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Et ils arrivent à mélanger. Donc, moi, je suis content. La transmission, elle s'est faite. Et surtout, la génération qui arrive, là, elle est... Rien à voir. Hein. Mais il faut vraiment qu'il donne sa skincare. Parce qu'en vrai, de vrai, là, je le regardais plus tard. Je me dis, mais comment il a 0 ride? Comment? C'est trop. Tu sais que c'est... En vrai, là, ça me choque. Ils disent ouais tout, c'est Pharrell. Mais là, tu donnes que Pharrell, c'est Sopra en fait. C'est Pharrell Williams. Mais la Villeneuve, c'est pas le Pharrell Williams français, c'est Pharrell qui est le soprano baba américain. C'est une dinguerie, gros. Il vieillit mieux que Pharrell. Rien à voir. Subhanallah, c'est incroyable. Hein. Elle commence à être très instruite. Et du coup, moi, je pense que l'influence qui peut de cette espèce des périodes d'essai, comme les années 80. Il a signé un pacte. Ouais, tu vois, il a une marque ici, là. C'est un pacte avec Dieu. 5 fois par jour. Voilà le pacte qui fait, alhamdoulilah. Il a bien raison. Où les gens essayent des trucs. Run DMC et compagnie essayaient des trucs, viens on balance, parce que je pense pas que c'était forcément des fans de gros métal et que le mec... C'est peut-être ça la clé, finalement, pour pas vieillir. Toi aussi, tu vieillis pas? Si, je vieillis quand même. Qui arrive, leur met King of Rock et ils se disent putain, ça sonne de ouf, viens on essaye, vas-y balance. Ce truc-là, c'est la créativité pure, et je pense que nous, dans les années 2000, et notamment notre scène, dans son sens large, avait ce truc de viens on essaye, cette spontanéité, et pour le coup, c'est en termes d'inspiration hyper intéressant jusqu'aujourd'hui et à utiliser pour tout jeune artiste qui de temps en temps veut dépasser son paradigme à lui actuel. C'est un peu comme le Moyen-Âge, tu vois. On met ça au milieu de l'histoire, on se dit ouais, c'est pourri, les mecs ils se lavaient pas, il y avait que des guerres, c'était nul. Mais en fait non, il faut creuser. C'est là où finalement il y a eu les plus grandes découvertes, les plus grandes traductions. Et c'est toujours, justement, comme tu disais, en comparaison à d'autres choses. C'est parce qu'on compare aux années 90. Mais au-delà de la crise du disque, bah, je trouve que c'est la décennie où il y a le plus de diversité musicale, le plus de recherche, le plus d'essais. Même en termes de signature, je sais pas, il y a des licences, il y a de l'artiste, il y a de la distrib. On se met à faire, il y a des labels comme on disait, on se met à faire de la vidéo, on se met à réaliser soi-même ses clips, on fait des mixtapes, on les presse, on fait des EP, on s'intéresse à tout, on fait du merch, on fait du t-shirt. Pour moi, c'est une décennie totalement foisonnante en fait. Et pour moi, ouais, vraiment, c'est ça, c'est vraiment une espèce de no man's land. Les années 2000, c'est un no man's land où l'originalité, l'envie de défricher, la spontanéité est en tout cas beaucoup plus présente dans un certain underground que j'ai envie de te dire, on a participé à fomenter, plus qu'à créer, à fomenter vraiment, parce que c'est vraiment un truc où dans notre tête, c'est nous qui avons raison, c'est pas vous qui avez raison. Il y a vraiment un truc comme ça, de défi, même face à l'industrie, face à plein de choses. Les années 2000, on marque à tout jamais le rap, je pense. Parce que
Je trouve pas qu'avec Spotify, enfin tu veux dire les plateformes, j'imagine, on retourne en arrière en regardant moins de clips. Bah, je trouve que c'est un faux débat. Je trouve que s'il y a moins de clips, enfin si on regarde moins de clips, c'est parce que bah, déjà premièrement les clips sont de plus en plus gaze. C'est-à-dire que franchement, il y a moins en moins de clips qui choquent. Toutes les semaines, les gars, tous les vendredis, on regarde les clips de la semaine qui sortent. Bah en fait, on se met forcément à parler de la musique parce que le clip, en vrai, c'est très souvent stéréotypé de ouf et depuis des années. Alors, il y a toujours des personnes qui ont l'habitude de faire des clips un peu plus événements et on les connaît à peu près. Mais sinon, c'est très souvent la même chose. Et aussi, c'est parce que c'est un business qui est à perte parce que finalement, tu rentabilises pas tant que ça, tu vois. Et c'est de moins en moins joué en télé parce qu'il y a moins en moins de créneaux pour les télés en dehors des chaînes de clips qui sont du coup presque plus regardées. Il y a presque plus personne qui regarde des chaînes de clips M6 Music, M6 Music Black, MTV Base. Enfin, vous voyez, toutes ces chaînes Trace TV. De moins en moins, peut-être en Afrique, Trace TV c'est très regardé, mais tu fais pas un clip tu fais pas un clip en pensant Trace TV, tu vois, avec tout le respect. Donc la réalité c'est que c'est moins regardé parce que je préfère écouter les sons, quoi. Vraiment, hein. Beaucoup de gens qui ont défilé quand même, mine de rien. Chacun avec son style, son flow, son quartier qui l'a soutenu, parce qu'en vrai, c'est des mouvements aussi. C'est des mouvements de quartier. Donc tous ces gens ont marqué de leur empreinte cette musique. Et chaque personne qui va marquer cette musique, en fait, est légitime. Peu importe le style qu'il a, mais il est légitime. Donc moi, je trouve que on a juste à remercier tout le monde d'avoir participé justement à l'émergence de cette musique. Nous, on a eu notre heure, d'autres ont la leur, et après eux, il y en aura d'autres. C'est comme ça. Moi, le message, c'est aller écouter Simple Constat 7. C'est un morceau dans lequel je rends hommage justement à tous ces artistes, du plus connu au moins connu. Je leur ai fait un big up parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et ils ont joué un vrai rôle dans mon émancipation musicale, on va dire. Et même en tant qu'homme, ça nous a servi à nous construire. Donc merci à vous. Force. Et tout ce que vous avez fait, ce n'est pas vain. Peu importe ce qu'on en fait après, l'essentiel c'est que vous l'ayez fait et que ça a eu son impact. Pour moi, les artistes des années 2000, j'en fais partie, mais je fais partie de la génération deuxième, la troisième génération. Pour moi, c'est eux qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut rendre aux rappeurs des années 2000 ce qui appartient aux rappeurs des années 2000, c'est-à-dire les victoires d'aujourd'hui. C'était une putain d'époque. Ok. Alors forcément, il y a de la nostalgie et de la tendresse des années où on forme son oreille et l'adulte qu'on deviendra, mais c'est aussi une époque qui avait toutes les qualités de ses défauts. Une liberté de ton et un aspect de liberté dans la création, contre et envers tout. Tous ces rappeurs, ceux qui sont encore là, ceux qui sont partis trop tôt, que la terre leur soit légère, ceux qui ont préféré laisser cette époque derrière eux. Toutes ces discussions et ces pratiques, d'E-Mule au blog et au forum de l'ABCDR du son, tous ces magazines et leurs posters, tous ces clips, tous ces parents qui demandent de baisser le son et soufflent en entendant les lyrics, tous ces potes qui ne comprennent pas, toutes ces émotions-là, comme une photographie d'un temps qui ne sera jamais révolu, parce que nous sommes trop nombreux à le faire vivre, rappeurs, journalistes, auditeurs. Les années 2000 sont mortes, vive les années 2000. C'est très drôle. En fait, pour des raisons de strike, je pense que le documentaire, alors honnêtement j'aurais fait pareil, hein, je vais pas faire l'ancien, mais manque d'extraits de musique, mais je pense que c'est pour des raisons de strike, tu vois. C'est pour des raisons de strike, mais la vérité, le docu est cool, 6 sur 10, c'était un peu dur, je dirais 7. Ils étouffent le son, bah ouais, tu connais les techniques, Yanis, tu vois. Mais le truc, c'est que non, le docu est pas mal, c'est juste qu'il n'y a pas tous les intervenants, ça parle de globalement plus ou moins tous les projets, tous les artistes qui ont marqué les débuts des années 2000, ce qui est vrai. Mais après, ouais, je me suis pas trop pris je me suis pas trop pris la tête en regardant le truc, tu vois. Ça se démocratise des docurables depuis que celui sur DJ Mehdi sur Arte. Non, je suis pas d'accord, parce que frérot, ce serait manquer de respect à des mecs comme Iconic, Chris, qui fait des docus de rap depuis beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup plus démocratisé, bah en fait, depuis que ça marche. C'est aussi une réalité, c'est depuis que ça marche, les gens, ils sont un peu plus dessus, quoi. Tu vois, il y en a toujours eu, mais là, vraiment, ça marche de ouf, tu vois. Par contre, la vidéo est cool. C'est pas la vidéo du siècle. Mais de toute façon, les gars, ça va être très difficile de faire mieux que le documentaire DJ Mehdi. Hein. Je vous mens pas. Ça manque les talks. Ah, si vous saviez, les gars, si vous saviez.
C'est tout ce que je peux dire. Mais ouais, c'est sûr, même moi, ça me manque de fou. Bah les gars, je vous mens pas, le succès de la chaîne, c'était littéralement ça, les gars. C'était de me poser, parler avec des gens. Ça a fait le succès, ça a fait beaucoup de clips TikTok. Enfin, les gars, enfin, je vais pas faire le mec nostalgique de con, tu vois. C'était grandiose et ça me manque. Ouais, ça commence à vraiment me manquer, quoi. Ça commence à vraiment me manquer. C'est même pas pour une histoire de stats, hein. Je vous mens pas, les gars. La même chose avec pas de viewers, je prendrais autant de plaisir. De toute façon, les gars, j'ai toujours live à 20, à 2000 et même là, enfin, il y a pas de souci. C'est juste que ça me manque de le faire, quoi. Même si je sais qu'objectivement, je sais que ça marcherait, tu vois. Mais ouais, mais je sais pas.